première. Oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. Je suis content d'être là. Bonsoir, Johan Paul. Bienvenue. Laurie, Charles, d'un coup. Anthony, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Belinda, Morgan. Oui, ça va très bien. Alors, merci d'être là. Je suis super à fond d'être là ce soir parce que je ne sais pas si vous avez déjà suivi en avance, mais ça fait un moment que j'avais fait une pause. On envoyait des replays, que j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, on s'est remis à ça en live seulement depuis le mois dernier. Et donc, c'est super cool. C'était un rendez-vous que j'aimais vraiment bien. Parce que là, je vous vois tous à droite dans le chat. Alors, sachez que maintenant, la chat est ouverte. Je crois que tout le monde voit. Bonsoir, Jérémy, Diviné, Maëva, Dominique, Kimili, Solène, Jezabel, etc. Et après, quand on commence sérieusement la conférence, ça passera en mode privé. Donc, je le verrai moi, mais vous le verrez pas, je crois. Et j'essayais de pas trop me distraire à lire vos commentaires. Et à la fin, on pourra parler un peu. À la fin de la conférence, il y aura des questions. Je répondrai à toutes vos questions. Merci pour ce webinaire. Merci à vous d'être là. C'est vraiment, comme j'ai dit, un grand plaisir d'être ici. Je vous raconterai après de pourquoi ces webinaires sont nés. Donc, restez connectés, restez jusqu'à la fin. C'est la chose la plus importante parce que ce webinaire, au-delà du fait de vouloir vous aider ce soir déjà avec des conseils, vous donner de l'inspiration, peut-être quelques conseils techniques, c'est aussi une présentation de mes cours online. Donc, je reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura la présentation du cours. Je vous donnerai tous les détails et je peux vous les présenter avec un prix super méga spécial dédié à vous qui êtes là ce soir. Donc voilà, les chanceux qui peuvent profiter de ça. Et merci pour l'opportunité, mais merci à vous d'être là. Parce que, voilà, vous savez, les métiers des auteurs de BD, c'est un métier un peu solitaire. Alors c'est sympa de voir des gens, hein, mais si on ne se voit pas vraiment, si on se lit. Mais voilà, c'est sympa de raconter d'où vous venez. Dites-moi un peu d'où vous vous connectez. C'est sympa de savoir. Parce que parfois, il y a des surprises. Même si on est tous francophones, je crois, ce soir, hein, parfois, il y a des gens qui se connectent d'endroits absurdes. Donc, vous êtes où en ce moment? Magie, bonsoir. Et de Narbonne, ah ouais, pas le Rennes, Angoulême, ah ouais, j'étais là il y a pas longtemps, hein, comme tout le monde. Rennes, Paris, Montréal, voilà, je savais de temps en temps. Il y a Montréal. Et Lille, oh là là, ça va vite. Lille, Lyon, oh, c'est sympa, il y a Bordeaux, c'est pas très loin. Les Hautes-Alpes, ah oui, très bien. Je fais un BD dans les Alpes, il y a juste qui est sorti en juin dernier. Italie, Marina, bonsoir. Buonasera, Marina. Is there any possibility for non-French speaking people? Tonight I'm going to do it in French. We were preparing since 2 years the English version of these webinars and of the classes. But we are not ready yet. Voilà, au Savoie-Chambéry. Antoine a travaillé sur un dossier éditeur sur un BD. Ah, très bien, on parlera de ça. Je croyais avoir mis en mode avion. Ok. Mode avion. Et arménien qui vit en Allemagne. Ah oui, c'est bien. Moi, j'ai une copine arménienne. Et bonsoir, même la Grèce, super Maria. Bon, j'espère que vous parlez français parce que je vais parler français ce soir, comme j'ai mis dans mon le story que quand j'ai annoncé ça, c'était en français parce que manifestement ça allait être en français ce soir. Donc désolé si vous parlez anglais, j'espère que vous allez comprendre quelque chose. Comme je disais, on prépare la version anglaise de tout ça depuis longtemps et c'est tout, c'est toujours pareil, j'avoue, on a plein d'autres choses à faire, mais voilà. Alors, ça c'est tout nouveau live qu'on fait ce soir donc. Et est-ce que vous êtes
prêt. Alors, si vous avez vu celui des 2 mois derniers ou de la semaine dernière, au fait, j'ai un peu, il y a des parties qui se répètent forcément parce qu'au final, à la fin de toutes mes grandes enquêtes que j'ai conduites depuis des années autour des problèmes aux auteurs débutants, ça va être toujours autour des mêmes soucis. Et même pour les adultes, même pour les professionnels, encore récemment, voilà, je parlais avec une copine professionnelle et on revient toujours sur le même problème. Et donc, on va parler de ça. Mais ce soir, j'ai un peu mélangé. Je voulais changer un peu, parler un peu plus de mon parcours parce que c'est pour le porter comme un peu comme inspiration pour vous montrer que voilà que tout le monde galère de la même façon. Et je voulais vous donner aussi des tips techniques. Donc, ce soir, je vais vous donner un petit conseil vraiment technique de dessin que vous pouvez commencer à utiliser directement ce soir. Et tout ce dessiné, du coup, qui? Moi? Oui. Ah non. Ah, il y a des gens qui se connaissent, je crois, là, dans la chat. Ah, mais c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps on attend? Beaucoup de hard block. Bon, on va parler de ça. Et nous allons commencer. Nous allons mettre le chat en privé, comme vous dit mon assistant Xavier, mon marketing manager, qui est avec nous ce soir. Parce que voilà, il n'y a pas que moi, il y en a toute une petite équipe qui travaille sur ça, parce que c'est un truc très complexe. Vous allez le voir, je vais vous le présenter. Restez jusqu'à la fin, c'est la chose la plus importante. On va parler de art block, on va parler de style, on va parler d'anatomie, on va parler des plans des choses et surtout des blocages. Donc là, il y a quelqu'un qui a déjà parlé de blocage et on va exactement parler de ça. Bonsoir Daniel. Et on va aller juste commencer. Voilà ce qui est la présentation, c'est exactement ça, comment surmonter tous ces blocages techniques pour dessiner comme un pro et libérer son potentiel artistique. Et on va parler des écoles d'art, oui ou non, du talent, oui ou pas, et de combien de temps ça peut prendre. Est-ce que c'est trop tard ou pas? Avant de commencer, sachez que ça dure 1 heure, et moi, je déborde pas mal, donc ça va durer 1 heure et demie. Donc, essayez d'éviter les distractions, posez les téléphones mode avion possiblement. Et s'il y a un bug, il suffit de reconnecter et ça relance. Et les commentaires sont privés, donc moi, je les vois. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des problèmes en cours, mais bon, j'essaie de pas trop me faire distraire. Après, moi, je vois tout ça à la fin. Et voilà, je sais jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, voilà, je répondrai à vos questions. Est-ce que les sons et la vidéo sont OK? J'ai l'impression que oui, jusqu'à là, parce qu'on m'a signalé des problèmes, donc ça devrait le faire. Yes. Et donc, pour qui est ces masterclass et conférences ce soir? Pour vous, vous êtes sûrement dans une de ces catégories, soit dessinateur débutant, soit vous êtes déjà auteur, mais vous voulez passer à l'étape suivante, soit vous êtes des pros et vous voulez avoir un regard différent du vôtre, savoir un peu ce qui se passe dans la tête d'un autre auteur. Soit vous êtes curieux parce que vous connaissez mes séries peut-être, ou pas du tout, soit vous avez reçu les publicités et vous découvrez. Et ça, vous êtes intéressé par vous inscrire dans une école d'art, pourquoi pas, et donc vous voulez savoir peut-être un peu plus sur ça aussi. On pourrait parler aussi de ça vers la fin. Et si je vous disais que ce soir, entre vous, il pourrait se cacher un futur auteur publié, et je vous dis ça pas par hasard parce que c'est déjà arrivé. Donc, je vais vous en parler plus tard. Je vais vous dévoiler qui, mais effectivement, une de ces conférences online est issu un auteur qui est actuellement en librairie avec moi. Donc, ces conférences sont faites pour vous si vous dessinez régulièrement, évidemment. Si vous êtes déterminé à savoir mieux dessiner, quand ça vous passionne et vous voulez passer de niveau, possiblement créer vos propres histoires et personnages, c'est vraiment la chose qui, pour moi, est mon moteur principal. On en parlera de ça aussi. Si vous avez un peu marre des vidéos trop techniques, des discours trop théoriques qui ont des alertes toujours brillants, mais quand vous essayez de l'appliquer, ça marche jamais. Et si vous êtes intéressé par vous inscrire dans une école d'art, vous devez préparer un book, une présentation. En tout cas, vous sentez que vous avez quelque chose à raconter artistiquement. Par contre, si vous êtes des gros feignants, donc si vous faites partie d'une de ces listes-là, eh ben vous pouvez étendre et sortir. Parce que la chose la plus importante, alors moi j'ai enseigné, après je vous en parlerai de ça aussi, mais j'ai enseigné pendant des années et à l'école Disney à Milan.
Et le pire élève que j'ai en face, c'est pas celui qui n'a pas les talents, c'est pas celui qui sait pas dessiner, c'est l'élève qui sait pas écouter, qui sait pas se mettre en discussion. C'est lui qui trouve l'excuse pour chaque remarque. Et c'est toujours des super bonnes excuses, sauf que c'est ce que c'est. C'est un refus à avancer. Et donc, si vous avez ça en vous, dehors. Mais je crois que vous avez fait la démarche d'être là ce soir. Donc déjà, vous êtes parti gagnant, c'est-à-dire que vous avez fait un rendez-vous avec moi, vous l'avez respecté. Je ne sais pas si vous avez reçu le petit appel ridicule que j'envoie et que mon équipe envoie. Donc, et vous êtes connecté et vous êtes là depuis 10 minutes déjà. Donc, c'est incroyable. Vous avez déjà franchi un grand, énorme pas. C'est ce que j'ai toujours à mes enfants. Au fait, pour briller, il n'y a pas besoin d'être né super ultra spécial. Il suffit de faire les choses. En fait, la plupart des gens font pas. Ils s'engagent pas. Ils respectent pas les délais. Ceux qui ont oublié ce soir, qui avaient la flemme, qui sont sur Netflix, c'est eux qui vous rendent brillants parce que vous avez respecté votre engagement et donc vous êtes déjà super méga bien parti. Sachez que vous êtes déjà des potentiels auteurs. Alors, qui je suis? Moi, je fais une petite introduction. Et c'est pas juste pour parler de moi, c'est parce que c'est utile à mon discours. C'est-à-dire, j'espère que si vous êtes là, vous connaissez un petit peu mon travail, peut-être que non. Il y a la sonnette qui sonne, c'est les techniciens de la chaudière, heureusement. Et si vous me connaissez pas, bienvenue. Je m'appelle Alessandro Barbucci. Si vous connaissez déjà mon travail, vous serez peut-être intéressé à savoir comment je suis arrivé à faire plein de choses que j'ai fait. Là, c'est une petite partie de ma production BD. Je ne me considère pas un auteur de BD en général, même si je fais pratiquement désormais la BD à 90%. À la base, tout ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, c'est créer des personnages et raconter des histoires. Peu importe le média. Donc, j'ai fait de l'animation, j'ai même fait de la publicité, j'ai commencé des romans, et à la fin de la BD, c'est le média qui m'a absorbé plus facilement, c'est celui qui correspond plus à mon style de vie, un peu nomade et casanier en même temps. J'ai un peu un problème avec le travail d'équipe, un gros problème avec le travail d'équipe. Donc l'animation, j'ai essayé, ça a été un peu foutu. Le cinéma, c'est encore pire. Donc, mais bref, tout ce que je voulais faire, moi, c'était raconter des histoires. Donc, je trouvais que le média de la BD me permet une totale liberté et nomadisme. Et donc, c'est pour ça que je fais ça. C'est une petite partie de ma production. Vous connaissez pas peut-être une partie de tout ça. Au-delà de ça, j'ai travaillé aussi, dans l'animation, plein de choses. Donc, parmi mes partenaires, il y a eu la Walt Disney Company pendant longtemps où j'ai appris plein de choses, mais il y a eu aussi Netflix qui a adapté des séries à moi. J'ai eu une collaboration avec Cartoon Network, Warner Bros. Ont participé à la production d'une de mes séries télé. J'ai fait des choses pour Marvel, etc. La BD n'est pas un travail d'équipe, on me demande, oui, mais ça peut être aussi, non, ça peut être un travail presque, ça peut être l'équipe d'une personne. Après, évidemment, quand il y a l'impression, il y a l'editing, le marketing, la mise en place, tout ça, c'est une équipe, mais qu'on fréquente pas en général. Donc, la partie créative te donne une grande liberté de choix. On en parlait de ça aussi. Et comment je suis arrivé à fréquenter tous ces beaux mondes que vous voyez ici? C'est naturel. Je suis né avec un talent incroyable. Vous savez, quand on dit c'est artiste, on est à deux ans déjà, il dessinait comme un adulte, tout comme ça. Et bon, voilà, regardez les merveilles que je faisais quand j'étais un gamin. Je suis la preuve vivante que c'est absolument faux. Et on reviendra sur ce point très bientôt. C'est absolument faux. Personne de nous est né avec un sachant dessiner. Ça n'existe absolument pas en nature, savoir gérer une technique manuelle sans l'avoir exercée avant. Donc, c'est quoi qui m'a poussé, en réalité, à arriver à fréquenter Walt Disney Company, Warner Bros., tous ces gens-là, plus que quelqu'un d'autre. Et bon, là, c'est simplement comme Kung Fu Panda, qui n'était pas du tout né pour devenir un chevalier dragon. C'est la magie de la motivation. C'est ce que je disais au début. Si vous êtes là ce soir, vous êtes respecté votre rendez-vous, c'est que vous êtes motivé et donc vous avez déjà un peu cette magie de motivation en vous. Donc, bravo, vous avez déjà passé la première étape. Moi, Alessandro Barbucci, c'est pas moi qui ai préparé ce slide.
qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je vous promets de dévoiler mes techniques de création qui m'ont permis de distinguer. C'est-à-dire, je vais vous raconter un peu techniquement comment j'ai obtenu, voilà, c'est les choses que j'ai obtenues, que c'est quand même pas du caca. J'essaie de faire quand même des petites choses, réaliser quelques petits rêves. On parlera de l'importance de développer un style. C'est vrai que moi, je me suis toujours imposé avec un style très personnel. Maintenant, ça se voit moins parce que ça s'est tellement complètement démocratisé. Aussi parce que voilà, il y a des auteurs, plein d'auteurs qui s'inspirent de moi. Donc, c'est devenu toute une grosse vague. Et au début, en Italie, par exemple, en Italie, on parlait de style Barbucci. Dans le monde de la BD italienne, et tout le monde faisait comme ça avec la tête. Ah oui, oui, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire, j'étais le premier et le seul à utiliser mon style dans la nation, quoi. Et c'est vrai que c'est ce style qui m'a permis de percer aussi dans la BD franco-belge. On parlera aussi de comment, voilà, utiliser vos propres talents personnels, les transformer dans une technique complètement personnelle, et surtout, la chose la plus importante, des blocages, surmonter les doutes qui vous freinent, qui vous bloquent. Parce que ça, c'est la chose la plus importante, la chose qui fauche la presque totalité des artistes au monde, qui lui empêche de réaliser leurs rêves. Ce n'est pas du tout la technique, ce n'est pas la gestion de la perspective ou de l'anatomie, c'est juste la syndrome de l'imposteur à la base. C'est ces merdes qui nous affectent tous sans pratiquement sans exception, même moi, même des pros encore beaucoup meilleurs que moi. Ça nous touche tous. Ça, c'est partie de l'interartiste, j'imagine. Et bon, je vous parlerai un petit peu de comment surmonter aussi ça. Ce sont des choses les plus importantes. Et à la fin, je vous parlerai des mots et cours online. Donc, voilà, ça s'appelle Character Art. C'est là où j'ai concentré tout ce que j'ai appris. On parle déjà des 32 ans de travail. Dans les milieux, voilà, de la BD, l'animation, etc., avec des gros noms. Donc, j'ai mis toute mon expérience pour créer ces cours online où il y a déjà 1800 élèves à peu près. On a une petite équipe, voilà, 3 collaborateurs qui s'occupent de la partie technique, marketing et gestion digitale, etc. Il y a une version espagnole et on essaye un jour d'avoir la version américaine. Il y a quelqu'un qui dit, je doute que je ne sais pas vraiment dessiner. Et ben, tu verras que tu peux apprendre, commencer quand tu veux, et c'est pas forcément savoir dessiner qui fait l'auteur. Notre objectif pour chacun de nos élèves à l'intérieur des cours, c'est vraiment de devenir des dessinateurs, dessinatrices autonomes, capables de dessiner ce qu'ils ont en tête, surtout de s'exprimer à travers les dessins à leur niveau et de rejoindre à travers toute une série de petites étapes assez faciles un niveau qui est des dessins qui est internationalement reconnu et tout ça dans un délai de temps assez court. Je suis très fier de créer ça parce qu'on sait en plus sur 1800 élèves, on sait que ça marche. Alors, à un moment, imaginez-vous maintenant, qu'est-ce que ça vous ferait n'avoir plus peur du jugement des autres, de voir votre dessin et être fier. C'est ça, j'ai rencontré ça hier à quelqu'un que j'ai rencontré le soir, il m'a dit, oh, comment ça va? J'ai dit, j'étais crevé, je lui ai dit, mais aujourd'hui, j'ai regardé la planche que j'ai réalisée et j'étais fier de ma planche. Elle était vraiment, voilà. C'est-à-dire que dans une semaine, j'ai dit, voilà, quelle merde. Mais hier soir, j'étais fier. Et je vous assure, c'est sympa de se laisser coucher avec cette sensation. Parce que, pourquoi j'étais fier? Parce que j'ai les techniques pour corriger plein de petits défauts. Donc, j'ai une zone de confort ultra grande et j'essaie d'arrêter de me comparer aux autres artistes quand il le faut. Je le fais constamment, mais on sait, pour être pro, il faut savoir aussi quand arrêter parce que sinon ça crée des blocages. Et surtout quand on a des blocages, comment ça va se débloquer avec des petites astuces quotidiennes qui nous permettent de jamais arrêter de travailler. Je vais imaginer pouvoir gérer tout ça, ça serait fantastique. Parce que les principaux freins, on les connaît tous, c'est justifier les 1000 motivations très, très, très valables pour laisser tomber. C'est-à-dire, non, mais quand j'aurai le temps, quand j'aurai la bonne lumière, quand j'aurai un atelier à moi, plein de choses comme ça, que c'est juste des conneries qui on se raconte pour déplacer
les moments où on fait face au dessin, à l'art, à la chose qui nous attire, nous fait souffrir. Et le pire qui peut nous arriver, c'est de perdre la motivation et donc, à fur et à mesure, de laisser tomber. Ou à l'inverse, de viser une certaine perfection qu'on n'atteindra jamais et donc, déçu de ces soi-disant échecs, se déprimer encore plus et donc, à la fin, laisser tomber ou encore se comparer aux autres et se dire tout le monde est sauf moi et donc je laisse tomber. C'est la pire chose. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas tomber. Si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à raconter. Et ça, c'est la moteur les plus important. C'est ça qui guide mes journées, de voir aussi les autres ce qu'ils ont à raconter. C'est ça qui m'émotionne. Quand je trouve des BD, des courts-métrages, des productions artistiques, qui même s'ils sont pas parfaites, mais il y a une âme dedans, il y a vraiment l'envie de raconter quelque chose de très personnel. Si vous êtes là, probablement vous l'avez. Et donc, surtout, ne laissez pas tomber. Je vais vous donner ce soir quelques petites astuces pour vous soutenir dans les moments de doute. Mais donc, je vous parle un petit peu de mon parcours parce que, tout simplement, parce que c'est un parcours très brillant, parsemé des grosses galères, d'échecs, des portes sous la tronche et des dépressions et des syndromes de l'imposteur et des envies de tout laisser tomber, quoi. Donc voilà, c'est ça que je trouve que c'est important à savoir. Tous les pros, même ceux qui ont l'air super à l'aise à un certain moment, sont passés par les mêmes étapes et encore aujourd'hui passent par les mêmes étapes. C'est-à-dire ils ont reçu des noms, ils ont reçu des refus, ils ont déprimé, ils ont voulu abandonner, et après ils sont arrivés à continuer. Donc en quelque sorte, mon chemin a été exactement parsemé de tout ça, comme les vôtres. J'espère que moi. Mon rêve, autant au début, quand j'étais gamin, c'était de travailler pour la Walt Disney Company. Pour une série de situations que je vous épargne, sinon ça serait trop long. Disons que j'étais vraiment un gros harceleur quand j'étais adolescent. J'avais les hormones à fond, donc je stalking à tous les auteurs Disney que je pouvais croiser dans les festivals avec mes planches et tout. Une série des conséquences de stalking, je suis arrivé à mettre un pied dans un magazine italien qui s'appelle Topolino, qui est très, très important. À l'époque, il vendait 500 000 copies par semaine. Donc, ça faisait 2 millions de copies par mois. C'était en tout cas impressionnant. Il y avait des pics de 2 millions par semaine. Donc, être là-dedans, c'était vraiment très, très prestigieux. Et c'était vraiment, on aurait pu dire que le rêve était déjà réalisé et achevé à 20 ans. J'ai travaillé déjà là-dedans. J'ai commencé avec une petite histoire de test. Et après, il y a eu les réponses des lecteurs qui ont aimé. Un peu comme ça se passe au Japon, hein. Ça a été un peu la même chose. Et ça passe encore la même chose dans certains magazines français comme les journalistes Spirou, qui est belge, en réalité. C'est pas français, franco-belge. Et effectivement, parfois, ils testent des planches et selon les réponses des lecteurs, ils donnent à l'auteur la possibilité de continuer ou ils coupent. Pour moi, j'ai commencé comme ça à seulement 20 ans et la réponse des lecteurs a été positive. Et donc, ça m'a permis de rentrer, mettre un pied dans le monde de la BD. Et c'était très important. Très important. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les personnages Disney, voilà, il y a une petite récolte des personnages Disney comics de l'époque, donc des années 80, 90. Ils avaient, comme aujourd'hui, ça restait la même, une structure graphique assez simple. Disons que ça m'a permis de rentrer dans le monde de la BD à travers une porte où tout est un peu simplifié. Il y a des codes très stricts pour la construction des maisons, des protagonistes, pour chaque objet, pour les voitures, pour la ville, pour les scènes à la campagne, effectivement. Et il y a une documentation infinie parce que moi, j'avais à la maison des milliers des copies de ces magazines, quoi. Donc, je pouvais trouver dedans tout et n'importe quoi. Un cirque, déjà, les feuilletés, je trouvais un cirque déjà dessiné par quelqu'un d'autre, je pouvais copier dedans. Donc, ça a été une façon de commencer à travailler sans me lancer tout de suite sur du super réaliste, ultra compliqué. Et vous voyez, Mickey Mouse est en réalité un personnage qui n'est pas facile. J'espère que quelqu'un ouvre la porte. Qui n'est pas facile à dessiner, mais quand même par rapport à un Batman ou à un personnage hyper réaliste, il y a quand même un côté un peu plus simpliste dans la structure. Les volumes sont très limités. Il y a le volume de la tête et le volume du corps, et après on met les bras et les jambes et on fait c'est tous les volumes. Il y a pratiquement 2 volumes principaux. Alors que dans un corps humain, il y a une montagne.
Donc, ça m'a permis, disons, d'apprendre à faire bouger, à faire réciter, jouer un rôle à un objet assez simple. Après, dans les années 90, on a assisté, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, je crois que non, je crois que vous êtes tous trop petits pour vous rappeler de ça, pour l'avoir vécu en première ligne. Moi, j'avais déjà 8 ans et quelques, la vingtaine, et donc j'ai assisté à la renaissance Disney. C'est quoi? C'est exactement la production de ces films que j'ai résumé un peu ici. C'était il y a eu un gros renouveau dans la production cinématographique et on a changé tous les dessinateurs. Il y a eu une nouvelle vague de dessinateurs avec des styles complètement nouveaux, une nouvelle façon de mettre en scène très moderne, très moderne, une façon de raconter vraiment qui sortait de la narration pour enfants et qui accrochait aussi les adultes. Et voilà, moi je me suis ultra méga passionné à ces nouvelles vagues Disney et tout spontanément, alors que personne me le demandait, j'ai essayé d'étudier ces personnages et ces façons de raconter les histoires à travers des personnages voilà un peu plus élaborés que Mickey Mouse et Donald Duck, avec une anatomie un peu plus élaborée, pour pouvoir raconter des histoires plus complexes. Donc ça, c'est un dessin qui dès l'époque, par des artistes qui ont inventé les personnages qui ont marqué ces nouvelles vagues Disney. Et la chose super intéressante, importante, c'est qu'aujourd'hui, on utilise la même identique technique. Donc ça, c'est des personnages des productions récentes de chez Disney, et on pourrait parler des productions voilà, Pixar ou Netflix en général, etc. Au final, c'est juste du crayon réalisé sur tablette, mais c'est la même façon de construire les corps, la même anatomie, les mêmes expressions du visage, c'est la même façon de jouer avec les mains, etc. Rien n'a changé depuis les années 90. Ça, c'est incroyable. Donc, tout ce que j'ai appris, je me rends compte, tout ce que j'ai appris, que j'ai étudié dans les années 90, c'est encore super, méga, ultra valable aujourd'hui. Les peu de fois où j'ai essayé de changer et de faire différent, les producteurs me demandaient non, mais fais ce que tu sais faire, hein, c'est ça qu'on cherche. Après, quelqu'un de vu se rappellera de ça. Il y a eu une grosse étape dans ma carrière qui a été la création du magazine Witch avec Elisabeth Tagnone et Barbara Canepa et Francesco Attibani et d'autres collaborateurs. Mais à la base, graphiquement, on m'avait donné la totalité du projet. Et donc, c'était de créer un nouveau magazine féminin Disney. Déjà, c'est quelque chose qui n'existait absolument pas. Alors, c'est bizarre de le dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein. Mais imaginez une époque où ça n'existe littéralement pas une BD féminine. Zéro, quoi. Il y avait la BD des Barbie, quoi. C'était les magazines des Barbie. Il y avait 3 planches mal dessinées de merde. C'était pas une vraie BD, quoi. Un magazine féminin préadolescentiel de BD, ça n'existait pas sur la planète. Donc, c'était vraiment ça, le méga gros défi. Je devais trouver un style pour ça, alors qu'il n'y avait aucune référence au monde. Et bon, je l'ai fait, hein. Je me suis mis là, j'ai étudié, j'ai travaillé. À la base, il y a mon style personnel, mais comme vous voyez, c'est quand même adouci, modifié, mélangé avec d'autres influences. Les projets Witch, pour qui ne les connaît pas, ça a été un carton mondial terrifiant. Il a été publié, le magazine a été publié en 120 pays. Donc, sur la planète, il n'y a, je ne sais pas, beaucoup plus, 140 peut-être. Et ça a été traduit à toutes les langues du monde. Ça a vendu genre 500 millions de copies, dégénéré, quoi. Tellement, ça que c'est tellement absurde. Et il y a eu des séries télé, c'est évidemment une montagne de produits qui a envahi, il y a même les vélos, quoi, qui a envahi la planète. Et tout ce que j'ai fait, à la base, c'était de prendre mon style personnel. Et il y a quelqu'un qui me dit que ça bug. Ça bug énormément. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde dit que ça bug? Non, c'est ok chez nous, on me dit. Ah oui, je crois que c'est chez toi, Sonia, je suis désolé. Bon, bref, je réponds. Ce que j'ai fait, c'est prendre mon style personnel. Donc déjà, j'ai développé des personnages pré-ados, etc. Mais c'était un peu plus punchy, un peu plus punk. Et pour adoucir, disons, et baisser le target à un niveau, voilà, des filles de 8, 10 ans, j'ai intégré le manga. À l'époque, le manga, c'était encore vu, voilà, encore imaginé une autre époque, une autre planète, où les mangas commencent à s'importer en Europe. Avec, en Italie, il y avait même les associations des parents catholiques qui essayaient d'interdire la publication de manga dans toute l'Italie.
parce qu'elle disait que c'était un truc pour dégénérer, pédophiles et compagnie. Et donc, ceux qui publiaient Dragon Ball, c'est des copains à moi. Et ils étaient désespérés, ils étaient obligés d'écrire sur la quatrième de couverture des Dragon Ball, tous les personnages, même s'ils ont l'air d'être des enfants, en réalité, ils sont majeurs. Et en tout cas, ils n'existent pas, ils ont ajouté derrière. Ils ont été obligés de mettre une phrase complètement débile derrière pour contourner des limitations des associations catholiques qui essayaient de bloquer la publication de Dragon Ball. Bon, bref, moi, je suis arrivé à proposer le manga à Disney. Il y a où ils ont refusé plusieurs fois et à la fin, ils ont arrivé à l'accepter face au succès incroyable. Ça a vraiment, ça a confirmé que c'était le bon choix. Et une des dernières étapes, c'est pour ça que je parle français. Une fois arrivé à ça, je n'avais marre un peu de travailler pour Disney. Je voulais, comme je vous dis, raconter des histoires un peu plus élaborées, raconter mes propres histoires. Est-ce qu'il était difficile d'intégrer le style manga dans ton style? Oui et non, mais on parlait pas quand on parlait de style, je te racontais comment on a un peu intégré en fait un style différent au sien, l'absorber, les rendre vivants, etc. Et à un moment, j'ai voulu, voilà, raconter vraiment mes histoires, les écrire, et avec des personnages complètement à moi. Donc pas des personnages Disney, je voulais garder la propriété totale de ma création. Donc j'ai regardé un peu partout dans le monde, j'ai regardé au Japon, les États-Unis, je suis allé aux États-Unis parler avec des éditeurs, etc. Et j'ai trouvé que l'endroit meilleur pour mes projets, c'était le marché franco-belge. J'ai vu les meilleurs contrats, j'ai connu les meilleurs éditeurs. Les éditeurs m'ont donné une sensation de confiance, de respect que je ne trouvais pas ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse la bande dessinée franco-belge. Mais j'étais pas capable. Mon style n'était pas du tout celui que vous voyez ici. J'ai dessiné vraiment d'une façon complètement différente. Et encore, à l'époque, c'était pas évident de proposer un style hybridé comme c'était les miens. C'était vraiment, mon style était vraiment appelé style hybride. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, c'était assez nouveau et même controversé. Mélanger le manga avec les comics et la tradition européenne, c'était très, très mal vu, quoi. Pour faire ça, j'ai démarré avec un projet de science-fiction et je suis passé vite sur un projet de fantasy, où j'ai essayé d'intégrer une façon de narrer qui est plus franco-belge, c'est-à-dire à différence des magazines Disney qui sortent tous les mois, la BD franco-belge sort une fois par an et donc coûte 15 € et pas 2. Et donc, pour ça, il faut donner un peu plus artistiquement pour compenser l'attente et l'investissement. Donc, il y a plus de recherches dans les détails, il y a un niveau de dessin artistique poussé un peu plus vers le haut. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire, de prendre ce que j'avais appris sur les personnages Disney, de ce que j'avais appris sur Witch, et de les pousser encore un peu plus vers une autre direction. Pourquoi j'ai l'impression que je suis la seule dans le chat? Parce qu'on l'a mis en mode privé. Pour pas que vous parlez entre vous le temps pendant que moi je parle, sinon vous n'allez plus suivre. Et voilà, ça résume un peu mon évolution. Alors si vous voulez savoir comment je suis arrivé à dessiner comme je dessine aujourd'hui, ben sachez que voilà, je suis pas du tout né et sachant dessiner comme ça, j'ai même pas essayé avant temps, j'essayais même pas de dessiner comme aujourd'hui. J'ai essayé de faire mon mieux sur des personnages, vous voyez, années 90, beaucoup plus simplifiés, les personnages standards des BD Disney, que c'est des animaux en général avec des corps très patatoïdes, pour après passer à travers des personnages qui sont anatomiquement un peu plus élaborés. C'était les personnages des films Disney, il n'y avait même pas d'Animaux à l'époque, pour arriver après à ma production pour le marché franco-belge où les anatomies sont un peu plus élaborées. Je suis encore loin de l'hyperréalisme, ça m'intéresse pas du tout. Je crois que j'ai trouvé à peu près le niveau d'anatomie qui m'intéresse. Je pourrais même retourner en arrière, j'aimerais même retourner en arrière d'ailleurs, je l'ai fait avec mon dernier projet. Et parce que voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, mais la chose qui est importante que je voulais vous dire, que ça a été une évolution vraiment étape par étape, à fur et à mesure. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Pour l'anecdote, une fois, j'ai donné à ma mère, qui est une excellente dessinatrice, mais qui n'a pas le temps, et qui trouve plein d'excuses. Je lui ai donné un livre, c'est les manuels, apprends à dessiner en 40 jours, blablabla, un vieux truc. Et évidemment, tu devrais faire quoi? Commencer par la page 1 et faire tous les exercices dans l'ordre. Je me rappelle que ma mère prend le livre, ouvre pratiquement vers la fin, et copie avec un crayon, elle copie un portrait qui était là vers la fin du livre. Quelque chose de super compliqué. Et en plus, elle le fait super bien, quoi. Elle a vraiment fait très bien.
Et à la fin, il m'a dit, ouf, par contre, c'est trop compliqué, j'abandonne. Je dis, mais évidemment, quoi, de démarrer à la fin, quoi, c'est pas possible. Oui, ça peut être assez un peu compliqué, quoi. Mais ça marche pas comme ça. Et personne n'apprend comme ça. Et moi, j'ai pas construit ma carrière sur ça, évidemment. Donc voilà. Ça, c'est pour dire, si vous vous trouvez dans une étape intermédiaire, dans tout ça, sachez que c'est normal. Tout le monde passe à travers ça. Moi, ça a été absolument mon évolution. Et je suis super content d'avoir fait ça. Et c'est sur la base de tout ça que j'ai créé mes cours online dont je vous parle à la fin. Donc, restez si vous êtes intéressés parce que je vous expliquerai comment j'ai condensé ces 20 ans d'expérience en un seul cours. Et ça, c'est ma dernière production, les années 90, les années 20, ça fait bizarre à dire. Et au fait, je fais un peu le tour du monde pour fermer la boucle et j'ai voulu reproposer un projet qui répond un peu les projets Witch, mais en version franco-belge, voilà, et mélangeant donc toutes les choses que j'ai appris ces dernières années. Et ça, pour ma fille, c'était un projet que je voulais dédier à elle. Donc, mon dernier projet, c'est ça, où c'est encore mon style, mais comme on n'arrête jamais d'évoluer. Au fait, j'ai beau avoir la barbe blanche et tout, et c'est jamais on arrête de chercher, d'évoluer. Et surtout que c'est important pour moi que ce projet marche, parce que je voulais vraiment le faire, qu'ils aient une vie, quoi. Si ça vend rien, on t'arrête tout de suite, l'éditeur, on va vider perdre des sous. Donc, si on veut en faire plusieurs bouquins, il faut que ça vendouille. Et donc, pour faire ça, je me suis dit, bah, là, j'ai démarré à zéro avec un public jeune qui ne me connaît pas. Qu'est-ce que je peux faire pour être à jour, pour pas être has-been? Et bon, je me suis mis à étudier les nouvelles auteurs, autrices surtout, qui sont très en vogue en ce moment, par exemple sur Instagram. J'ai découvert que la plupart s'inspirent de moi. Donc, à la base, c'est des ex-lectrices de Witch qui ont absorbé ce que j'ai fait dans les années 90 et maintenant ils l'ont élaboré avec leur style moderne. Et donc, moi, regarde, elle peut remettre mon style en discussion. C'est super parce que c'est comme un cercle de créativité qui va et qui vient. C'est comme un tube où la créativité passe de l'un à l'autre. C'est super. Loïc, vous la connaissez peut-être. La Lopez, c'est super forte. Elle est ici à Barcelone. Shmoe Drouz, je ne sais même pas comment ça se prononce. Et elle aussi, elle a un style super fort. La caractéristique, c'est des lumières très chaudes, très envoûtantes, des atmosphères qu'avant on faisait pas. Avec la couleur, qu'avec les techniques nouvelles des Photoshop et Painter et compagnie, maintenant on peut faire plus facilement. Donc c'est toujours des images avec beaucoup d'atmosphère. Il y a un regard très pointu sur la mode, sur les vêtements, sur les physiques. On sort des stéréotypes physiques, on sort des stéréotypes de la Barbie pour jouer avec des corps plus réels. Et donc on mise plus sur les regards et sur sur les détails. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Simone Grunwald, on me dit. Ah, voilà. Simone, donc. Merci. On s'écrit en plus de temps en temps avec les trois, quoi. On est en contact, c'est super sympa. Et donc voilà, c'était pour parler de moi. Mais voilà, pourquoi je parle de moi? Parce que je trouve que ça pourrait être important pour vous de savoir que j'ai passé à travers les mêmes galères, que je les vis au quotidien, et qu'au final, le style de quelqu'un, c'est juste une lente évolution à travers ses plusieurs passions. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je sais, là, on va rentrer un peu dans les chauds du sujet, parce que je sais les trois choses les trois plus grands blocages que vous avez en tête. J'ai même fait une enquête une fois sur des centaines d'étudiants. J'ai donné des formulaires à remplir et à la fin, je les ai tous étudiés et j'ai sorti tout simplement ces trois éléments. C'est toujours les mêmes qui reviennent quand je demande aux jeunes artistes leur pire galère. C'est 1, l'histoire du talent. 2, les problèmes techniques liés à l'anatomie et à la perspective. Et 3, les problèmes du style. C'est-à-dire, ça, c'est les trois choses, basiquement, qui angoissent tout le monde. Les talents, la technique, le style. Donc, il y a des questions super intéressantes. Je ne peux pas les répondre maintenant. Gardez-les en chaud pour la fin parce qu'on va vraiment faire questions-réponses à la fin de cette histoire.
Ça veut dire combien de temps? Et, je sais pas, quoique encore une demi-heure. Et donc, on va parler un peu de ces trois points et je vais vous les démonter un par un. Et sur un point en particulier, je vais rester un tout petit peu plus. Je vais vous donner quelques conseils techniques que vous pouvez utiliser déjà ce soir. Un, les talons. La plupart des gens que j'ai rencontrés pensent que ils auraient dû commencer plus tôt à dessiner parce qu'ils n'ont pas né avec ces facilités qui ont tels autres. Donc, il faut qu'ils se le gagnent jour par jour. Alors, moi, je suis la preuve vivante que les talents dans le dessin, c'est pas quelque chose de inné. C'est-à-dire, c'est vraiment scientifiquement impossible de naître et dessiner mieux que quelqu'un d'autre. Moi, je vois les enfants dans les écoles. Je fais aussi quelques interventions là-bas. Et tu vois qu'en général, jusqu'à cet âge, les niveaux sont les mêmes pour tous. C'est simplement les centres d'attention qui changent. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont plus dans les décoratifs, donc qui font les portraits, ceux qui font les portraits de leurs chats, parce qu'ils sont voilà dans les décoratifs purs, et ceux qui sont dans les contes, ceux qui ils mettent pas en couleur parce qu'ils sont pressés de faire une suite de dessins qui racontent une histoire. Ça c'est par l'exemple de mon fils par exemple. Et sa meilleure copine, ils ont 9 ans les deux, ils dessinent super bien les deux, ils font des compètes, sauf que elle te fait des portraits, elle commence et les termine avec la couleur et c'est incroyable pour son âge parce qu'elle en fait plein. Mon fils, il a les trucs de papa, de raconter des histoires. Donc, il n'arrive pas à s'arrêter sur un dessin et le terminer. Parfois, je l'oblige. Mais sinon, lui doit faire des suites de dessins où il y a des choses qui se passent. Donc, s'il dessine un requin, il doit mettre devant le sub qui est en train de s'enfuir parce qu'il y a les requins en train de le poursuivre, alors que sur le côté, il y a d'autres poissons qui font un truc. Et c'est des actions qui se déroulent. C'est des mini-histoires. Il n'arrive pas du tout à juste à faire un portrait d'un requin. Et donc, voilà. Les talents, si vous voulez, c'est ça. C'est les regards que nous portons. Et c'est l'envie de raconter ou de représenter. Mais techniquement, ça compte absolument rien. Les talents est simplement la passion, donc ce que j'ai dit, plus la pratique. Si vous êtes passionné par les chats et vous aimez les représenter, vous les dessinerez souvent. Et donc, au bout de quelques mois, en un an, vous vous rendrez compte que vous êtes les meilleurs à dessiner les chats autour de vous, quoi. Mais pas parce que vous êtes né à moitié chat, quoi. C'est parce que vous êtes né avec la passion pour les chats, quoi. Ça n'a rien à voir avec la technique des dessins. Ça, c'est super important à vous mettre dans la tête parce que ça bloque plein des gens, quoi. Donc, par exemple, mon talent à moi, c'est d'être nul en foot. Et donc, en Italie, quand t'es gamin, tu ne sais pas jouer au foot, pratiquement, tu restes tout seul, tout le temps. Et donc, être tout seul tout le temps, j'ai eu plein de dents pour dessiner, quoi. Parce que pendant que mes copains étaient dans la rue à jouer au foot, moi, j'étais à la maison, je regardais les dessins animés. Donc, c'est des images, des histoires que j'absorbais. Et du coup, spontanément, ça m'a donné l'envie de faire des dessins animés, d'inventer des images et des personnages. Et mon talent, c'était ça. C'était ma ineptitude pour le sport d'équipe. Et surtout qu'il n'y a pas d'âge. Ça, c'était un truc important. J'ai eu des étudiants qui commençaient à 40 ans. Jamais dessiné avant. En tout cas, que des gribouillis, quoi. Et en un an, ils sont devenus des professionnels. Et maintenant, ils travaillaient chez la Walt Disney Company, eux aussi, quoi. C'était incroyable. Donc, on est à des listes d'exemples infinis des gens qui ont commencé à tous les âges à un métier artistique et ils y sont arrivés. Je n'ai connu, voilà, qui sont mariés avec des enfants, 45 ans, et qui m'ont dit, ça a toujours été mon rêve et grâce à tes cours, maintenant, je dessine pour de vrai, quoi. Et voilà, donc il n'y a pas d'âge. Si vous êtes jeune, vous avez juste plus de temps avant vous, mais vous avez aussi plus de distractions, donc c'est pas forcément bien. Donc donc voilà, il faut que j'arrête de regarder le chat, sinon ça me distrait. Et voilà, par contre, la chose importante, la baguette magique n'existe pas. Donc malheureusement, c'est l'envers. Avouer que ça n'existe pas, le talent pour le dessin, signifie que tout ce qu'on voit de bien dans le monde de l'art, c'est juste du travail. Donc voilà, un exemple d'artiste que j'aime bien. Pourquoi je les aime? Pas seulement pour la réduction, je les aime surtout parce qu'ils représentent l'acharnement. Ces 4 artistes, c'est un peu mon Gotha, et c'est des gens qui bossaient tout le temps. Picasso, il est où? Il est là, tatoué sous mon corps. Je ne sais pas comment on peut montrer ça. Ah, il est là. Là, j'ai Picasso, là, j'ai Madonna. Et là, j'ai Bowie. Et j'ai pas d'aller tatouer quelque part.
Mais au fait, c'est leur attitude à bosser comme des malades qui m'inspire. Et c'est vrai, quoi. Je sais que si vous n'êtes pas né dans les années 80, vous avez loupé ces passages, peut-être. Mais dans les années 90, on nous l'a mis tous dans la tête très bien. 80-90, Michael Jackson, les pauvres, sa sœur Janet Jackson, Madonna. Et tous ces gens-là, Picasso venait de mourir. Le message de tout le monde était le même. Il n'y a pas de vie, épanouissement d'artistes sans beaucoup de boulot. Mais le boulot peut être drôle. Le boulot, ça signifie pas qu'il faut souffrir. Et je vous raconterai. C'est pour ça que j'ai créé une formation qui justement est drôle du début à la fin, est évolutive, est fluide, est patiente. Mon but ultime, c'est éviter que quelqu'un fasse comme ma mère, c'est-à-dire qu'essaye, c'est trop difficile, j'abandonne. Mon but ultime, c'est que tout le monde puisse rentrer dans ces groupes d'artistes épanouis, quoi. Seconde partie, je parlais de la partie technique qui bloque plein de gens, la perspective, l'anatomie, surtout l'anatomie, parce que là, la plupart des gens, ce qu'ils aiment, c'est dessiner des personnages, quoi. Il y a peu de gens qui se passionnent pour les décors et après, ouf, faut mettre un personnage devant. En général, c'est l'inverse. On veut faire un beau personnage et après, on dit, oh, faut mettre les décors. Mais en fait, les discours vont exactement pour l'anatomie comme pour la perspective. On croit qu'il faut avoir une grosse connaissance, par exemple, technique de l'anatomie pour être des professionnels. Moi, je dis que non. Comme je vous ai déjà montré, alors je vous l'ai déjà montré avec mon parcours. J'ai pas commencé à travailler avec une grande gestion de l'anatomie, quoi. J'ai dessiné Mickey Mouse, une poire et une patate, des patates basiquement avec des tuyaux à la place des bras et des jambes. Donc j'étais un professionnel avec un personnage déjà en travaillant sans connaître grand chose de l'anatomie. Mais ça reste cette histoire que l'anatomie est super importante. L'anatomie, à la base, basiquement, c'est ça. C'est quelque chose de pas très sexy. On est d'accord? C'est même quelque chose de très dégueulasse. Ça, c'est une expo que j'ai vu, quoi. Ce que on doit faire, ce qu'on aime, ce qui vous a amené ce soir, c'est plutôt ça, quoi. C'est un dessin comme celui-là. Où est l'anatomie là-dedans? Même dans le manche de la maman, là, il n'y a même pas les bras dessinés à l'intérieur. Il a dessiné juste les masses. Ce qu'on aime de ce dessin, c'est autre chose. C'est une énergie, c'est une communication, c'est une émotion qui passe à travers des choses qui sont pas forcément anatomiques. Et donc, on pourrait rester des heures à parler de ça. Justement, dans mes cours, je reste des heures à parler de ça, de chaque élément, chaque détail. Je peux ce soir vous donner déjà juste une première piste à suivre si vous voulez construire des dessins comme celui-là. Là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en cohérence les uns avec les autres, mais il y a un que je peux déjà vous décrypter. Donc, est-ce que vous avez déjà essayé de faire un exercice comme celui-là? Vous prenez une photo que vous trouvez très dynamique, vous essayez de la calquer pour dire, ouah, ça y est, comme ça c'est fait, c'est facile. Et une fois que vous regardez les dessins calqués, au fait, l'énergie a disparu. Le dynamisme est complètement mort. Il n'y a plus du tout ce qu'on ressentait quand on regardait cette photo. Ces forces, ces mouvements vers l'avant, ces sensations de pouvoir. Et bon, dans les dessins, c'est le même, hein, j'ai vraiment calqué. Il y a tout, c'est évaporé. Pourquoi ça? Et bon, là, malheureusement, il faut avouer que le cerveau fait une sorte de sélection. C'est-à-dire, les émotions qu'on reçoit quand c'est un être humain qui les communique sont très intenses. Quand c'est la représentation d'un être humain, on fait, ça coupe par 10 toutes les émotions. Et du coup, comment on fait, quoi? C'est une belle merde, là, parce que là, il faut, comment obtenir ces sensations de dynamisme et de force avec un dessin, si j'aurais fait la même chose et ça marche plus. Il faut, justement, arriver à exagérer nos intentions pour arriver à reproduire ces émotions. Comment on peut exagérer ces émotions? Là, par exemple, c'est un exemple de comment on peut s'inspirer du modèle pour créer quelque chose qui rassemble, mais qui soit différent, mais qu'il ait cette énergie, quoi, cette énergie qu'on cherchait, quoi. Comme vous voyez, pour l'obtenir, j'ai dû créer des exagérations un peu partout. Mais il y a une en particulier
qui est la plus importante. Mais vous voyez, par exemple, ça, quand j'ai parlé au début, j'ai commencé sur des personnages plus simples qui m'ont permis de comprendre plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui est tout de suite évident sous des personnages plus stylisés, comme les personnages Disney ou comme d'autres personnages, pas forcément Mickey Mouse, ça pourrait être n'importe qui. Sous un personnage comme ça, c'est il travaille sur l'émotion primaire, on les voit tout de suite. Et le secret est tout bête, peut-être que vous l'avez déjà compris. C'est ça qu'on appelle la ligne d'action. La ligne d'action, c'est une ligne imaginaire qui passe à travers les corps ou l'objet. Là, dans ce cas, le corps a un mouvement, pas seulement un mouvement, mais même quand il bouge pas, par exemple, il y a des situations, il y a le deuxième là, en haut, il n'est pas en train de bouger, il a quand même une ligne d'action. La ligne d'action, c'est celle qui contient toute l'énergie en positif ou en négatif de notre personnage. Une fois qu'on apprend à gérer, à identifier et à gérer la ligne d'action, à construire un personnage autour de sa ligne d'action, ou de corriger un dessin en utilisant les concepts de ligne d'action, à partir de là, on commence un vrai travail de communication, d'expressivité. On va au-delà de juste dessiner, on est en train de communiquer une émotion. Et c'est exactement ce que j'ai fait, moi, quand j'ai essayé de reproduire l'énergie de ces modèles avec le sabre. J'ai cherché la ligne d'action. C'est quoi qui créait cette énergie? C'était sa ligne d'action qui passait de la tête à travers le corps jusqu'à la jambe droite. Et je l'ai un peu exagéré. J'ai construit mon personnage autour de ça. Avec cette technique, vous pouvez vraiment augmenter le pouvoir de vos dessins. Quand j'ai enseigné chez Disney, j'ai passé des mois sur ces sujets. Pour moi, c'était le plus important. À la fin, mes étudiants dessinaient comme des hystériques. Tous les personnages bougeaient dans tous les sens. Et bon, mais c'était bien, c'était vivant, c'était énergique. L'éditeur était content, le public rigolait, le public était dans l'émotion. Et c'est ça qu'il faut chercher, l'émotion du public. Que le public soit 20 000 gamins qui ont acheté les bouquins ou 40 personnes sur Internet ou vos copains qui regardent le dessin que vous lui offrez. Notre récompense, c'est l'émotion qu'on génère en eux, quoi. La ligne d'action, c'est les méga super ultra secrets pour générer les émotions. Donc, une chose que vous pouvez faire déjà ce soir, retourner sur un dessin à vous, quelconque, peut-être un dessin que vous êtes un peu, que vous n'êtes pas très satisfait, et aller chercher la ligne d'action, vous allez la tracer et vous dites, ah putain, c'est pour ça que ça marche pas, peut-être que je l'ai pas trouvé, en fait, ça manque complètement, et le refaire en accentuant la ligne d'action à fond, et vous voyez ce qui se passe. La ligne d'action, c'est ce qui m'a permis de passer en quelques années des personnages très simplifiés comme ça à créer des personnages anatomiquement plus complexes, mais l'anatomie, c'était, comme je disais, c'était pas mon intérêt, c'était l'expressivité. Donc des personnages qui, à travers leur corps, arrivent à exprimer les émotions que je cherche. Oui, je vous donne des devoirs, et bien sûr, je vous donne des devoirs. Je n'ai pas fini, donc notez ça, et vous allez les faire tout à l'heure ou demain. Moi, je ferai ce soir, si j'étais vous. Si vous êtes passionné, vous y restez toute la nuit. Donc voilà, les gestes avant l'anatomie. Vous avez un problème avec l'anatomie? Non, on s'en fout de l'anatomie. Le geste est la chose que nous devons toujours rechercher. Et petite parenthèse, si on pense vraiment que l'anatomie soit si importante, je porte souvent cet exemple. Il y a ici 3 personnages, dont un, on a parlé souvent ce soir, très célèbre, très célèbre. Et bon, sur 3, il n'y a qu'un qui a beaucoup d'anatomie, hein, parce que les 2 autres, franchement, c'est juste gestion des masses, et c'est tout. Et franchement, moi, j'aurais adoré avoir inventé SpongeBob, parce que c'est un personnage que j'adore beaucoup plus que Batman. Alors, et encore, la troisième chose, trouver son style. Alors, on me parle souvent de style. Ça revient tout le temps. C'est vu comme un problème. Oui, c'est l'est, quoi. C'est vrai que c'est important de se faire remarquer, c'est important d'avoir un style personnel qui attire l'œil du public, de l'éditeur, des followers, du lecteur, etc. Et souvent, ça va ensemble avec un manque d'inspiration. En réalité, ça aussi, c'est un faux problème. C'est-à-dire, le style est la chose la plus simple au monde à obtenir. Déjà, à la base, ça ne devrait pas être un but. Votre but, ça doit toujours être raconter des choses et créer des émotions.
Le style, en général, c'est fait tout seul. Et c'est tout simplement autour de vous. Le style est l'ensemble des choses qui vous intéressent dans le monde. Qui croit ne pas avoir de style parce que c'est voir et produire seulement le style de quelqu'un d'autre, c'est qu'il a une seule référence, c'est quelqu'un d'autre. Donc, si votre référence est toujours le même artiste, et vous êtes en train de faire un clone un moins bien, les problèmes, c'est pas vous, quoi. C'est juste que vous êtes concentré trop sur une seule référence. Le style personnel, c'est l'ensemble de nos références personnelles. Et comme on est tous très, très différents les uns des autres, c'est tout naturel si vraiment on intègre nos passions à nos dessins, à ce qu'on a envie de représenter. Le style s'est créé original automatiquement. Par exemple, faisons un exemple parce que sinon c'est que des mots, quoi. On retourne aux années 90, on m'avait demandé de créer les witches. Et bon, à l'époque, il y avait deux phénomènes par rapport au public féminin qui étaient très intéressants. Un, c'était les Sailor Moon, qui en Italie est passé à la télé, mais qui n'était pas du tout intégré dans la culture italienne comme européenne, comme elles le sont aujourd'hui. C'était vraiment tout des frikis qui passaient même pas sur la télé nationale, quoi. Ça passait sur les télés locales, même avec les épisodes dans le mauvais ordre, etc. Et moi, j'étais super fan, j'ai trouvé ça tellement drôle. Banni, ça me faisait mourir derrière. Et il y a eu les Spice Girls, c'est-à-dire les premières girl band qui défiaient les boys band en vogue à l'époque. Et ce que j'aimais bien dans les Spice Girls, j'étais déjà un peu grand pour écouter les Spice Girls parce que j'avais 20 ans. Mais j'étais super fan à la maison, je vivais en coloc et tout le monde était fan des Spice Girls. Parce qu'en tant qu'artiste, on a toujours un deuxième degré, c'est-à-dire on aimait les choses un peu, pas ridicules, mais les projets un peu trop, quoi. Un peu kitsch, un peu, où tu vois que les créateurs ont poussé plus loin de ce qu'ils auraient dû, etc. Et ce que j'ai toujours apprécié dans les Spice Girls, c'est que c'est pas juste un groupe musical. Parce qu'à la base, elles étaient même pas un groupe musical, elles jouaient aucun instrument. Elles ont été sélectionnées avec un casting pour modèle, basiquement. Ce que j'ai aimé, c'est que derrière, il y avait quelqu'un qui a juste écrit un scénario et inventé 5 personnages. Et après, a trouvé 5 filles pour les représenter. Donc, à la base, c'était comme les Sailor Moon. C'est quelqu'un qui a créé un super groupe. Il a dit, bon, il y aura une fille très agressive. Il y a une très douce. Après, il y aura une très sportive. Et il y a une très chic. Et bon, il manque la pétasse. Voilà. Et elle est rigolote, quoi. Et voilà, ils ont juste inventé 5 personnages et ça c'était ils ont mis sur scène à chanter, c'était les Spice Girls et chanter des sujets choisis, que c'était l'amitié entre filles, l'empowerment féminin, etc. Donc j'avais une grande admiration pour le projet Spice Girl. Et c'est de là que j'avais proposé déjà à Disney un premier projet où il y avait protagonistes 5 filles. Et ça m'a étonné quand après on m'a demandé de représenter les witches. Donc, ça m'a pas étonné qu'on demande à moi parce qu'ils savaient que j'ai travaillé sur ça. Ça m'a étonné que chez Disney, il y avait déjà un projet qui est en train de naître, qui allait dans la même direction. C'était vraiment quelque chose dans l'air, quoi. Et donc, ça, c'est le premier dessin que j'avais proposé. Et des 5, on avait déjà retenu 3, à peu près. Et on a dû chercher les autres 2. Mais sur ça, c'était parti qu'un an plus tard, on était déjà arrivé à ça. On avait trouvé le sujet des sorcières. Donc on avait cherché les costumes et on avait déjà identifié, vous voyez les personnages, même si c'est pas définitif, ils sont absolument là. Il y avait toutes les personnalités. Donc il y avait la rigolote, il y avait celle qui joue à faire la sexy, il y avait celle qui la stricte qui est les rats des bibliothèques, et il y avait la leader malgré elle, qui lève les yeux au ciel, genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il me faut faire? C'était déjà, les projets étaient déjà complètement là. Et comme je vous l'avais dit, voilà, ça a été effectivement un grand succès, là, les 20 ans, on les a fait l'année dernière, en réalité. Et ça a créé ces phénomènes qui est encore un peu partout dans le monde, des reproductions, etc. Ça touchait la vie de plein de personnes. Et bon, c'était simplement quelque chose qui était dans l'air. On m'a demandé déjà spontanément, moi je suis très curieux, quoi, donc j'ai regardé un peu partout, j'étais déjà arrivé un peu à l'idée de créer quelque chose comme ça, inspiré des Sailor Moon et des Spice Girls, et Disney a voulu faire exactement la même chose.
Donc, nous unissons nos forces. C'est comme ça qu'est né les projets. C'était simplement l'ensemble des choses qui étaient dans l'air qui m'intéressaient à moi plus qu'à quelqu'un d'autre. Et après, en plus, si vous regardez bien dans le numéro 1 de The Witch, il y a plein de détails autobiographiques. Donc, ce qui est incroyable, un projet qui allait partout dans le monde. La ville, c'est ma ville natale, basiquement. Il y a vraiment la planche 3, on voit la ville sous la pluie, et ça, c'est très inspiré par ma ville natale, comme ville en Italie. L'école des protagonistes est inspirée par la mairie de ma ville natale. Il y a plein de détails comme ça. Oui, la protagoniste s'habille comme moi, je m'habillais à l'époque, donc du coup, son fille qui s'habille en garçon. Et ça aussi, ça a été super intéressant. À l'époque, ça se faisait pas. Les filles s'habillaient en filles, suivant filles, selon des stéréotypes féminins très, très banals. Moi, j'ai voulu casser les stéréotypes et donc la protagoniste, c'était moi, basiquement. Donc, je l'ai habillée comme moi, elle s'est comportée comme moi. Et c'est ça qui a plu aux filles. Elles se sont vues pour une fois représentées comme des êtres humains et pas comme des filles, selon les stéréotypes des genres de l'époque. Plein de choses comme ça, tout à fait spontanées, personnelles, naturelles, qui sont mélangées et qui ont créé le style des Witch, qui ont créé cette histoire-là. Donc, ce que je disais, voilà, les styles personnels émergent naturellement avec le temps. Il suffit de rester curieux. Si vous avez l'impression d'être bloqué sur trop peu de références, il suffit de les mettre d'à côté, aérer un peu la tête et chercher d'autres références. Moi, j'allais dans les librairies. Peut-être que j'avoue que je me perds un peu sur Internet. Il y a trop de choses. Il y a trop de mélanges de références en forme de salades où tout va ensemble et on comprend plus si ça vient de la Chine, ça vient de la Corée, ça vient de l'Europe, ça vient des États-Unis. C'est plus intéressant de se faire un bon tour en librairie, déjà en marché. Activité physique, ça active les neurones, on prend de l'air. Et dans une belle librairie qui a des beaux livres, des graphiques, vous restez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous fouillettez, autant qu'on vous jette dehors. Moi, j'ai fouilletté des magazines de mode, des livres de mode, des livres d'art contemporain, des livres d'art tout court, des BD, évidemment, les livres de couverture, des pochettes des disques des années 70, et genre, tout ce qu'il y avait de graphique. Moi, je me mettais là et tout fouillette. T'as l'impression que tu n'as rien à foutre, et parfois, sur 47 pochettes des disques des rock, années 90, tu trouves une qui t'impacte. Et de là, tu dis, je vais essayer de dessiner comme ça. Et tu l'absorbes et tu l'intègres à ton style de dessin. En bibliothèque aussi, on me demande, en bibliothèque, c'est plus compliqué parce qu'en bibliothèque, il faut avoir une idée en général déjà. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a des médiathèques qui sont intéressantes où tu peux aller fouiller. L'important, c'est fouiller, quoi. Attention à la médiathèque qui soit un peu à jour, pas forcément aller chercher trop dans les passés. Mais c'est vrai que, en tout cas, même dans les passés, il y a des choses intéressantes. Et non, les médiathèques, c'est vrai que c'est une bonne idée. Celle où les magazines, les livres, tout est à disposition et tu peux toucher un peu à tout. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience en bibliothèque dans les années 80 parce que c'était un énorme bâtiment qui faisait peur. Quand tu rentrais, la bibliothèque, il fallait remplir un petit fichier et savoir exactement ce que j'étais en train de chercher. Et là, c'était perdu, quoi. C'est impossible. Mais les médiathèques modernes, c'est vrai que ça peut être une bonne alternative à la librairie si vous êtes dans un lieu où il y a une médiathèque et pas forcément la grande librairie. À Milan, évidemment, c'est plus facile, mais je sais que. Voilà, un petit témoignage d'un de mes élèves qui m'avait dit, voilà, j'ai galéré avec mon style. Et là, je sais que c'est en train de passer. Bon, voilà, ça marche. Si par hasard, parmi vous, il y avait quelqu'un qui pensait que je disais des conneries, j'ai la preuve que c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai dit? À du sens. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui m'amuse, c'est pour ça que je suis là. Parce que je sais que je vais vraiment vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là? Ouf! 1 heure est passée. Restez encore, parce qu'il y a un partie la plus intéressante. On a vu les plus grosses erreurs qui ont commis, que vous commettez, en général, tous, qu'on commet tous. Où trouver l'inspiration, c'est-à-dire tout autour de vous, ce que je voulais dire, dans vos passions, dans vos origines aussi, c'est très important ça.
Les bénéfices de construire un réseau pour avancer plus vite. Non, ça, on l'a pas dit. Mais on en parle après du réseau. C'est vrai que le réseau est important aussi pour sortir du blocage et de ces sensations d'être nul, à chier et seul au monde. Pourquoi la gestion est plus importante que l'anatomie? Les principaux freins qui vous bloquent et comment gérer les manques d'inspiration, blablabla. Et pourquoi, surtout, il faut jamais abandonner. Parce que je veux voir vos productions. Est-ce que vous pensez que tout ça peut marcher pour vous? Est-ce que vous trouvez que ça peut vous aider dans votre démarche artistique? C'est une question que je vous pose. Moi, j'ai déjà la réponse parce qu'on l'a déjà fait plein de fois et on l'a testé vraiment sur plein de gens. Alors, et parlant de tout ça, souvent, on me demande, ouais, c'est super ce que tu racontes, mais est-ce que tu peux m'aider plus, quoi? Est-ce que tu peux m'aider personnellement? Parce que t'es cool et on voudrait vraiment que tu nous suives personnellement. Oui, j'aimerais bien, évidemment. Ça, mais je l'ai fait quand j'enseignais dans des écoles. Quelqu'un qui m'a dit ça a l'air grave utile, merci Morgan, ça qui me rend fier ce soir. Mais j'ai toujours trouvé que c'est dommage de me dire moi je sais pas avant élève parent ou un truc comme ça. Mais je sais bien qu'accompagner qui débute, qui veut s'améliorer, c'est la meilleure façon de l'aider et quand même on avance mieux si on a quelqu'un qui nous guide un peu, quoi. Moi j'avoue j'ai commencé à travailler avec un menteur à l'ancienne, vraiment genre Michelangelo dans la Renaissance, parce que j'ai un peu de cette époque-là, et qui m'a corrigé les planches, pas seulement, quoi, parce que souvent, il dessinait même pas, il m'a insulté à la base, ou il m'a parlé de la vie, de l'art, d'être artiste. Et c'est ça qui m'a aidé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, premier choix, les coachings one-to-one signifie vraiment faire donner des cours privés, mais j'ai jamais aimé ça parce que les cours privés, pour qu'ils soient compatibles avec mon travail, avec mon temps, je devais les mettre à des prix barbares et donc ça signifiait faire du classisme et de seulement les gosses des riches, et c'est quelque chose qui va un peu contre tous mes principes. Ou alors dans une école de BD, ça signifiait des 20 personnes par an maximum et c'est dommage. Ou alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation online, c'est-à-dire quelque chose que j'ai découvert pendant les Covid et les lockdowns fameux, et que j'ai découvert ce monde qui te permet de connecter avec plein d'artistes un peu partout à travers le web, à son rythme, à son temps, sans besoin de compliquer frais d'inscription et des calendriers pour assister aux cours, etc. C'est quoi un cours online? Si vous ne le connaissez pas déjà, si vous n'avez pas déjà, signifie l'accès à une plateforme. Mes cours sont déjà tous enregistrés, plusieurs heures des cours. Maintenant, je vous rentre dans les détails, je vous les explique un peu plus dans les détails. Les fonctionnements, c'est que quand tu achètes les cours, en fait, tu achètes l'accès aux cours qui est en ligne et tu peux les fréquenter à vie. Donc, l'accès reste ouvert à vie. Si tu perds le mot de passe, tu écrives au support et on te ouvre un autre. Et tu suives les cours à ton rythme, selon tes besoins et tes nécessités et tes disponibilités, sous tablette, téléphone, ordinateur, où tu veux. Moi, j'en suis beaucoup des cours online et c'est souvent sur téléphone, sur iPad pendant que je travaille. Et tu peux les répéter à l'infini. C'est-à-dire, une fois que tu as l'accès, il y a des chapitres, il y a des cours online que j'ai fait 3 fois de suite et pas tellement. Aussi parce que je voulais vraiment imprégner le sujet, mais parce que j'avais vraiment créé un lien avec l'enseignant. J'aimais l'écouter parler, ça m'a donné, je sais pas, c'était comme devenu comme quelqu'un des familles, j'aimais sa voix et tout. Je voulais juste passer du temps avec lui. Et là, je me refaisais les cours online en boucle. Et voilà. Notre cours, voilà, je crois qu'on a déjà dépassé ces chiffres-là. On a dépassé les 1800 membres. Hein, depuis la semaine dernière. Et donc voilà, on peut vous confirmer qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà validé. Et je vous raconte un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est jusqu'à la fin parce que je prendrai toutes vos questions à la fin de tout ça. Et donc, pas seulement qui regarde mon cours online, mais vos questions en général pour qui puissent vous aider déjà ce soir, dessiner mieux. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a dans mon cours online? Donc, là, je parle d'exprimer soi-même, de créer ses propres créations. Donc, comment trouver? Souvent, on ne sait pas c'est quoi notre grand sujet, le sujet dont on veut parler. Bon, je vous guide pour le
trouver. Et après, on démarre après la partie théorique, on passe vite à la partie technique. On améliore le dessin pas à pas selon des techniques vraiment super simples et drôles. Les modules durent entre 3 minutes et 20 minutes les plus longues, mais en général, c'est entre 3 et 15. Donc, je vous donne des exercices et tout ça a été construit, comme je vous ai dit, à travers l'évolution que moi, j'ai fait. Donc, et commençant par des choses très simples et les réappliquant sur des sujets de plus en plus difficiles, mais vraiment avec un flow très, très fluide. Je vous apprendrai à transmettre les émotions à travers les dessins, la chose la plus importante, à gérer la composition, la perspective et aussi les décors, à apprendre quand même un peu d'anatomie, là, suffisamment d'anatomie pour pouvoir briller en société, mais des formes ludiques et dynamiques et expressives. Et donc, à la fin, comment créer vos propres personnages des A à Z, en partant des zéros. Il y a 13 chapitres divisés en 6 gros modules, en total de 8 heures, je crois. C'est vraiment balèze pour être en cours online. En général, ils sont beaucoup plus courts. Normalement, je voulais vraiment vous apprendre plein de choses. Et donc voilà, il y a l'anatomie, dessiner les émotions, maîtriser les mouvements. Comment ça apparaît online? On fait ça, vous allez avoir la liste des chapitres et les vidéos, et vous allez les suivre à votre rythme et autant de fois que vous voulez. On parle de matériel, on peut donc réaliser tout. Moi, je vous conseille de le faire avec crayon et papier. C'est ça que je vous montre. Comme ça, vous voyez clairement la main et tout. Pour moi, c'est important de ne pas avoir des dessins qui apparaissent de rien sur un écran. Mais vous pouvez le faire évidemment sur tablette si vous êtes plus à l'aise. Donc, on commence par dessiner les émotions avec des exercices ça, c'est la base de ce qu'on apprend dans les studios Disney depuis 70 ans. C'est-à-dire, le fameux sac de farine apprend à communiquer des émotions jusqu'à faire des petites narrations avec des objets qui n'ont pas d'yeux, n'ont pas de bouche, n'ont pas des bras ni des jambes. Mais par contre, qui ont un poids et une consistance spécifique qu'il faut respecter. Je vous guide à travers ça. Cet exercice est encore super actuel. Pour vous faire un exemple, un de mes ex-élèves qui excellait dans ce genre d'exercice, donc gérant le poids, la pression, l'expressivité en mouvement, et bon, maintenant il vit en Californie et il travaille pour Netflix, DreamWorks, Pixar. Et je peux ajouter qu'elle a été récemment nommée aux Oscars. Et voilà, il s'appelle Max et c'est un ex-élève à moi. Et donc, il a été nommé aux Oscars la semaine dernière pour le character design qu'il a fait sur un court-métrage. Et donc, lui, il vient de là. Et ce savoir-faire qu'il a appris dans les années 90, il est tellement précieux que les studios, encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, ils se l'arrachent. Et donc, passons par là. Donc, c'est des techniques vraiment, vraiment super précieuses avec lesquelles vous pouvez les présenter en book à des grosses entreprises. Comme je vous disais, je passe à travers des personnages à moi pour faire des exemples d'anatomie. Donc, on commence par des personnages anatomiquement simples pour aller après sur des personnages de plus en plus complexes. On parle de l'expressivité à travers les formes géométriques basiques. On parle là des couleurs et des univers. Je vais vous montrer comment j'ai créé des univers envoûtants au niveau des atmosphères et des couleurs, comment vous pouvez le faire, etc., etc. Bien quelques commentaires des ex-élèves. En général, ils sont tous super contents. Il faut dire que c'est satisfait à rembourser et je crois que sur 1800 remboursements, on a où? Genre, je sais pas, 2. Y a-t-il seulement des vidéos? Oui, comment seulement des vidéos, quoi. C'est super d'avoir des vidéos. Il y a des PDF à télécharger peut-être, mais tout est en vidéo, quoi. C'est la chose la plus impactante. Et au fait, j'ai pas fait que ça. Ça, c'est le cours Character Art. C'est le cours vraiment super méga complet. J'ai réalisé aussi un autre petit cours en version condensée. C'est 8 étapes pour dessiner comme un pro. C'est-à-dire, je vous accompagne à travers un dessin que vous avez raté, disons. Et je vous accompagne à travers 8 étapes pour identifier les erreurs, les corriger et obtenir un super méga dessin. C'est un exercice super drôle. C'est un cours un peu plus court, mais qui va direct sur la technique des dessins expressifs. Et il y a plein de petits cours masterclass que j'ai déjà fait et que j'ai remis
online. Au fait, tous ces cours ensemble vaut la peau des fesses, c'est-à-dire 397 € en général, si on veut vraiment les prendre séparément. Ah non, plus, parce qu'avec les autres trucs, on va presque à 600 balles. Et donc, l'offre qui est avec mon staff, on n'a pas pour vous ce soir, c'est des moins des 200 €, c'est-à-dire 197 € pour tout ça. Je suis très mal à l'aise à parler d'argent, c'est pas du tout mon travail, mais voilà, c'est mon rôle ce soir. C'est pour avoir un produit de telle qualité, on est obligé d'investir du temps, de la technique, etc. Tout ça à un prix, malheureusement, parce que nous ne sommes pas des débutants. Donc voilà, j'ai une équipe à payer et compagnie. Ça fait que les tutoriels gratuits sur YouTube ne sont pas, je peux pas trop les faire. Oh, maintenant, est-ce que vous avez déjà suivi des tutoriels sur YouTube et vous avez l'impression que techniquement, elle te dit oui, c'est facile, ça se fait comme ça, en oreille, blablabla. Oui, mais bon, maintenant je sais faire en oreille avec un style, mais ça m'a rien dans la vie. Et bon, ça c'est la différence. Ce cours va vous aider dans la vie, vraiment 100% dans la vie, dans le sens, dans votre évolution comme dessinateur. Donc, on y a mis une énormité des mois et des mois de travail, et technologiquement, c'est vraiment un super noir. Oui, c'est un pack tout en an pour 197 €. Donc, il y a les cours principaux, qui est déjà, c'est celui dont je suis le plus fier, avec l'autre cours qui est super drôle, les 8 étapes pour dessiner comme un pro, où je focalise vraiment beaucoup moins de temps, 2-3 heures, 2 heures, tout ça. On parle aussi des couleurs à la fin, etc. Et est-ce qu'il y a des modules supplémentaires à payer, me demande Maëva? Non, des moments, il y a tout dedans, quoi. On ne prévoit pas du tout de vous proposer des choses, de vous stalker ensuite et vous ajouter, ah, bah, il manquait ça, et donc ça s'achète à côté. Non, on vous vend rien d'à côté, quoi. Tout est là-dedans, quoi. On peut l'acheter en trois parties. Si vous trouvez que ce soir, 200 balles d'un coup, c'est une grande décision, vous pouvez payer en 3 parties sur 3 mois. Ça aussi, c'est moi qui ai imposé à mon staff, parce que je sais ce que c'est d'être artiste. Et je sais que c'est la galère économique. Et donc, je voulais que vraiment soit accessible pour tout le monde. Après, l'accès est à vie. Une fois que vous avez, et vous avec la première partie, vous achetez ce soir, vous pouvez commencer ce soir. Voilà, c'est important. L'offre, c'est pour ce soir, jusqu'à, je sais pas jusqu'à quelle heure on la garde ouverte, et vous pouvez enfin payer. C'est super méga sécurisé les paiements, je vous assure. On utilise des plateformes de paiement super méga sûres, jamais eu une seule coquille sur 1800 personnes. Et vous pouvez commencer tout de suite. Vous recevez tout de suite votre mot de passe. Et voilà, vous avez votre accès au cours. Et surtout, après, je vous parle aussi de ça, il y a un groupe Facebook privé pour tous les participants qui ont envie de prendre part au groupe privé. Donc, vous pouvez échanger avec vos collègues qui sont là ce soir, avec ceux qui sont déjà en train de suivre les cours. Et c'est un endroit super sympa, parce que tout le monde est ultra bienveillant, quoi. Et ils font des grands bienvenus d'introduction quand tu te présentes. Tout le monde a des bons conseils. Personne n'est bitch, franchement, zéro trollisme. C'est super bien entouré. Ça fait vraiment du bien, quoi. Et moi, je passe de temps en temps et je donne mes super méga conseils, mais pas très souvent. Là, ça fait quelques mois que je suis absent parce que j'ai des bouquins jusqu'à là. Mais voilà, j'attends de temps en temps et je vois que c'est toujours aussi bienveillant. Comment faire pour profiter de l'offre? Techniquement, cliquez sur le bouton dans le chat. Moi, je ne le vois pas, mais apparemment, il y a un bouton pour acheter. Et les bons de commande est ultra méga sécurisé. On vous rassure, zéro problème, on a où. Et vous allez recevoir un email avec vos codes d'accès et vous pouvez vous connecter directement. Ah, mais pour info, si par hasard vous pensez, non, mais moi, je préfère aller dans une école, ou alors, ça ne m'est pas très cher comme pour un cours. Ben, la moyenne pour les écoles privées et des dessins, c'est 6 700 € par an, et que ça pourrait arriver jusqu'à 10 000. Et pareil pour les masters. Donc, voilà, je vous assure, on a fait le prix le plus bas possible, parce que mon intérêt, c'est vraiment pas de m'acheter la Lamborghini, que je ne veux pas, parce que ça pollue, mais c'est de vous aider dans votre démarche.
Il y a déjà quelqu'un qui est Anthony qui fait partie de la grande famille. Bienvenue. Et une fois que vous avez fait les cours, qu'est-ce que vous allez obtenir? Alors, des bases vraiment super importantes. Je tape sur ça et je suis sincère quand je le dis. Je vais vous raconter l'histoire des Marx, mon copain qui maintenant est nommé aux Oscars. Je vais pleurer parce que c'est un peu mon bébé, quoi. À l'époque, on s'envoyait faire foutre parce que voilà, c'était carrément le genre d'artiste qui était balance, qui a une bonne excuse pour jamais travailler. Mais donc, je me suis battu avec lui, ça a été dur. Mais regardez où il est arrivé, quoi. Et il utilise les techniques que je vous apprends dans ces cours. C'est incroyable. Moi, je les ai appris par les artistes Disney américains qui m'ont appris à l'Académie Disney, etc. Donc, j'ai dîné avec les réalisateurs de Roi Lion. J'ai connu des gens de ce niveau-là qui m'ont appris leur technique. Après, je les ai enseignés à l'intérieur de l'Académie Disney. Après, j'ai intégré dans ces cours, là, on va beaucoup au-delà de Disney, évidemment, j'ai intégré mon expérience dans les magazines les plus divers, dans le manga et surtout sur le marché franco-belge. Et tout ensemble fait une technique qui peut vous permettre de faire un book exceptionnel pour travailler dans l'animation, comme character design, visual artist, des choses comme ça, ou dans la bande dessinée, ou dans tout ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment des techniques immortelles et mises à jour au goût d'aujourd'hui. Et surtout, si vous le voyez, je suis quelqu'un d'assez enjoué, hein, je suis un peu une pile, et on m'a dit souvent que je peux le dire, c'est cool, je trouve, que surtout j'arrive à motiver les gens. Et c'est des cours qui sont aussi très, très motivants et c'est ça qui est cool, que je trouve vraiment sympa. C'est quelque chose que j'aime bien partager, ça c'est peut-être mon don, c'est que j'ai tellement galéré, pour arriver là, ou tellement dur, c'était tellement, voilà, comme pour tout le monde, quoi. C'était, des portes sous le nez à tous les longs, à partir de mes parents qui croyaient pas forcément, tout mon entourage, de mon quartier, où, en général, le rêve ultime, c'est d'ouvrir un poste de réparation de scooters plutôt, hein. C'est un peu les niveaux maximum qu'on pouvait avoir. Et moi, j'ai parlé des Hollywood, des publications internationales, d'être célèbre à l'étranger, etc. Tout le monde bourrait derrière. Donc, effectivement, j'ai dû me construire en gros carapace et devenir les meilleurs motivateurs de moi-même pour dépasser tout ça. Et c'est quelque chose qui m'est resté collé, donc que j'arrive maintenant à passer aux autres apparemment. Et donc je peux vraiment vous rassurer, je suis vraiment bon à vous faire surmonter les blocages. Et surtout avec les techniques, il y a plein des petites techniques. Je vois, il y a un blocage, boum, il y a la technique pour le dépasser. Parce que quand on est pro, on n'a pas le temps d'être bloqué. C'est tout simple. On doit toujours avancer, parce qu'il y a des deadlines, parce qu'il faut terminer, parce qu'il faut passer à autre chose. Donc, on ne peut pas se permettre d'être resté bloqué à droite à gauche. Donc, il y a les techniques pour se débloquer. Et trouver le plaisir de dessiner, c'est quelque chose d'important. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, j'avais abandonné les dessins et là, ça m'a redonné le plaisir de dessiner. Il y a des gens qui m'ont dit, j'avais abandonné le rêve de dessiner et grâce à ces cours, j'ai préparé un portfolio fantastique et j'ai été accepté dans une école d'art que j'avais jamais rêvé d'intégrer. Il y a aussi, je sais pas si je l'ai mis là, mais effectivement, un des élèves de ces cours online, je l'avais repéré sur le groupe privé de Facebook, parce que j'allais voir qui postait quoi. Et bon, je lui ai dit, bah, écoute, toi qui as l'air bien pour ces projets que j'ai en chantier, est-ce que tu voudrais travailler avec moi? Et on a monté une série ensemble que j'ai ici. Ouh, je sais pas où elle est. Le bouquin. Là derrière. Bah, j'y arriverai pas. C'est là au fond. J'ai une pile comme ça. Et bon, c'est en librairie actuellement avec les tomes 2 et prépare les tomes 3. Ça s'appelle L'Alchimiste et c'est une série qu'on a développée ensemble. C'est sa première série BD. Et donc, ça lui ouvert les portes d'une carrière, effectivement, avec un bon éditeur. Et bah, le mec est super content, quoi. Et moi, je suis super content pour lui parce que, voilà, je l'ai trouvé dans les groupes Facebook, quoi. Ah oui, voilà, les premiers vents qui payent en une fois. Je vous envoie un dessin dédicacé à télécharger. Enfin, je suis avec mon galériste. Et donc voilà, je sais pas quoi vous dire pour vous convaincre. En fait, je vais vous convaincre juste parce que je suis sûr que
qui je vais vous aider avec ces cours et je ne veux pas vous les faire là ce soir, ça prendrait 8 heures quand je vous ai. Donc, si vous voulez vraiment dessiner comme vous rêvez, si vous voulez éviter de tourner en rond avec des tutoriaux, avec des cours qui vous satisfait pas, des gens qui sortent de l'école des BD mais disent mais je suis complètement perdu une fois que je suis dehors, je me retrouve au point de départ, ou alors les tutoriaux qui sont frustrants parce que le mec qui fait le tutoriel sur YouTube a l'air de tout savoir et toi tu essayes, ça colle à rien parce que ça colle pas à ce que toi tu cherches, etc. Si vous voulez dépasser tout ça, eh ben, vous vous inscrivez et vous faites partie de la famille. Et voilà, les groupes, ça c'est pas du tout obligatoire. Pour les plus timides, vous pouvez éviter, mais je vous assure, c'est vraiment un endroit super bienveillant où les étudiants s'échangent des conseils, ils montrent des choses et voilà, et où parfois je passe. Ah voilà, ça c'est la BD, j'avais mis dans le slide. La BD du mec qui s'appelle Alexandre de Saint-Géné. Et voilà, juste, je l'ai chopé online dans le groupe Facebook, c'était un des élèves du cours. Et là, maintenant, il a lancé sa carrière, enfin. Voilà, je récapitule pour si vous avez un peu loupé dans mon blablabla. Voilà l'offre. Et Charlotte, elle fait partie de la famille. Salut Charlotte, bienvenue. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelques questions est-ce que je peux avoir un avis de la part d'Alessandro? Oui, bah, dans les groupes. Dans les groupes, c'est ce qu'on va faire. Voilà, je laisse sur ça. C'est votation étudiant au dessin de la BD que j'ai montré, oui, mais étudiant des cours online ici, pas mon étudiant de Disney machin bidule quoi. Non, il a juste suivi le cours online et je l'ai repéré sur le groupe Facebook. Il y a serveur Discord, oui. Où est-ce que je le trouve? Anthony, c'est toi qui as déjà acheté les cours? Je sais pas. Il devait être dans les liens quand tu vas sur la page avec le cours. Je crois qu'il y a les liens pour accéder après au groupe Discord et le groupe Facebook, etc. Est-ce qu'il y a quelques questions? Question. Il y avait des questions en arrière super intéressantes. Il y a quelqu'un qui m'avait dit est-ce que c'est compliqué de gérer plusieurs styles en même temps? Alors moi, je ne gère pas plusieurs styles en même temps. En fait, j'ai un style et je le adapte un tout petit peu. Ça s'appelle juste de l'intelligence extrême. Non, en réalité, non. Bah, c'est-à-dire, mon but est toujours pas de vendre beaucoup de bouquins. Oui, évidemment, ça fait plaisir parce que ça nous permet de vivre de ça, quoi. Mais le but, c'est d'attendre le cœur de plusieurs lecteurs, quoi. C'est vrai que si on a en tout cas à dire, on aime que beaucoup de personnes l'écoutent si on trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine de dire. Et donc, pour faire ça, il y a des techniques dont je parle dans le cours. Des techniques tout simplement d'adaptation, c'est-à-dire il faut identifier son public et voir ce qui est son public, à quoi il est plus réceptif par rapport à l'âge en général, et par rapport à ça, tu t'adaptes un petit peu, mais basiquement, chaque fois que je me dis, j'ai l'impression de changer mon style complètement, ou bien c'est toujours, j'ai un peu fait toujours la même chose, mais adapté au sujet. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais de la fantasy un peu adulte, je me permets de mettre plus de détails, de mettre du sexy, de mettre de l'humour, qui est par exemple dans Les Sœurs Grémillet, c'est ma série pour jeunes filles et jeunes garçons, entre 8 et 12 ans. C'est une série qui est plus dramatique, sentimentale, qui parle d'histoire des familles, etc. Donc, c'est pas des aventures dans des mondes magiques en général, c'est des histoires plus intimistes, mais qui parlent des sujets importants, comme la perte d'un enfant en cours de grossesse, ou l'Alzheimer de grand-mère, des choses comme ça. Bon, là, effectivement, j'ai adapté sur un registre un peu plus manga, donc plus, je parle plus d'émotions. Comment tu conçoit pour trouver du travail?
j'ai pas compris la question. À l'aide. Est-ce que tout cela est intégré dans vos cours? Oui. Oui, oui, bien sûr. Blablabla, blablablu, blu, blu, blu. Attends. J'ai cherché les questions. Question. Comment basculer des décors réalistes à des décors plutôt fantastiques pour notamment créer un univers nouveau et les associations de couleurs afin de créer des jolies ambiances. Merci. Alors oui, la première question n'est pas du tout débile, c'est-à-dire c'est un peu mon quotidien chaque fois que j'ai créé un nouveau univers, mais c'est un univers semi-réaliste comme les Sœurs Grémillet, c'est pas un univers parallèle, elles sont sur Terre, mais je voulais jamais indiquer par exemple la ville. On sait qu'elles sont en France, on comprend qu'elles sont entre Bordeaux et la Bretagne, mais donc Loire-Atlantique peut-être, un truc comme ça, mais pas sous la mer. Donc, mais je veux pas donner le nom de la ville. Voilà, je veux rester flou parce que ça aussi, c'est un peu mon idée de marketing. Ça permet à toutes les gamines de France de s'identifier et pas seulement celles qui vivent dans ces régions-là. Ça crée pas d'exclusion. C'est quelque chose que je déteste. La sensation d'exclusion quand tu assistes, voilà, à un film ou tout, une BD. Après, je commence par des recherches, effectivement, sur ce qui existe réellement. Et après, souvent, je réélabore dans ma tête, mais en réfléchissant. C'est pas forcément en dessinant. Parfois, quand je marche ou je cours, je fais du sport, je fais des choses comme ça, je balade les chiens, je pense, je me dis, là, je marche, je crois marcher 30 minutes et je réfléchis à ces décors-là. Donc, je me crée dans la tête, je pense à les images que j'ai vues, voilà, il y a un château, machin et tout, comment je pourrais faire plus. Et je me dis, tout simplement, comment je peux augmenter, comme pour l'anatomie, la ligne est dynamique. Je me dis, comment ces châteaux-là, je peux les rendre plus. Qu'est-ce qu'il y a? L'émotion, elle est où? Dans les ponts. Alors, je peux faire un pont immense. Alors, si je mets des petites maisons en bas, on pourrait voir qu'au moment, les ponts est 100 mètres de haut. Les châteaux, c'est quoi que j'aime bien? Qu'il y a un grand mur sans ouverture. Alors, ces murs, je peux les faire plus grands, plus hauts. Je peux ajouter des tours. Jusqu'à quel niveau je peux aller pour que ces simples décors réels deviennent un décor de film. J'essaie toujours de penser un peu filmique, c'est un peu cinéma. Et voilà. Et sinon, c'est le mélange. Par exemple, Skydos, c'est un de mes projets de science-fiction. Pour pas faire des décors de science-fiction banals, déjà vus, j'ai mélangé des décors de science-fiction des années 60. Donc, quelque chose qui est à l'époque, là, maintenant, ça est venu à la mode. Là, c'était les années 2000. Donc, ça se faisait plus. Donc, j'aimais ça. Je m'étais passionné au film des années 60. Donc, j'ai mélangé les années 60 avec son opposé. Donc, le baroque mexicain et les baroques chrétiens en général. Ça a donné un mix qui n'existait pas. Effectivement, ça a donné un monde très original. Donc, j'ai mélangé deux univers complètement différents. Et par exemple, Star Wars, c'est magnifique parce que ça mélange le Far West avec la culture orientale. Donc, il y a plein de costumes des Star Wars, des décors sont inspirés des costumes orientaux, mais l'ambiance, c'est une ambiance constamment de Far West, où il y a des cowboys, il y a des qui rentrent dans un saloon, il y a des gens qui vivent aux marges de la civilisation, le long des routes commerciales, etc. Tout ça, c'est le Far West, c'est très américain, mélangé avec la culture du Shaolin, ou même dans les vêtements et dans l'esthétique aussi des bâtiments, etc. C'est complètement oriental. Donc, le mélange des deux mondes opposés, c'est une bonne technique. Et pour les ambiances couleurs, tu m'avais demandé aussi. Ben là, moi, je regarde beaucoup dans les films aussi. Dans le making-of, tu sais, les livres sur The Art of tel film, tel autre, où il y a les recherches qui font à la base les artistes avant de passer, voilà, sur le film définitif. Là où on cherchait justement l'émotion, là, c'est là où je pioche souvent les palettes. Après, tu verras que les palettes, c'est comme les styles. Au fur et à mesure, tu auras tendance à utiliser toujours les mêmes couleurs. Et ça, c'est bien. Ça signifie que tu es en train de te faire un style narratif à travers la couleur. Mais avant d'arriver à ça, il faut en faire. Et une copiant sur les meilleurs. Les meilleurs, en général, tu vas dans les cinémas.
Amandine, ah oui, elle doit partir. Bon, arrivé, au revoir Amandine, oui, on va sûrement mettre un replay, tranquille. Suive-moi sur Instagram, je vais l'annoncer. Est-ce que la BD est un travail d'équipe, tu m'avais demandé? Oui et non, ça dépend. Alors, autant qu'auteur, tu peux être tout seul, hein, tu peux faire les scénarios, les dessins et la couleur. Et même, on te demande souvent de faire la maquette et les titres, malheureusement, et le logo. Donc, jusqu'à là, artistiquement, ça peut être un travail très, très solitaire. Tu peux décider de faire un travail d'équipe. Moi, je trouve ça effectivement plus enrichissant, conflictuel, mais enrichissant. Moi, je suis vraiment très mauvais. J'ai des conflits avec tous mes collaborateurs, mais j'aime ça apparemment. Et donc, même au niveau du scénario, j'aime écrire pour avoir un point de vue plus complexe. Comme je disais, voilà, pour créer des univers, tout mélange deux opposés. Donc aussi, dans la création, être à deux, ça enrichit ton histoire. Tu as deux points de vue. Et tu es obligé de voir les choses d'un autre côté où tu n'avais pas prévu. Donc, tout sort des clichés. Et graphiquement aussi, on peut faire des petites équipes. C'était des faibles en couleur. Je connais quelqu'un qui est faible en dessin mais fort en couleur. Se mettre ensemble pour créer un couple artistique, c'est tout à fait faisable et enrichissant. Après, les gros de l'équipe, en général, on les fréquente pas, on les connaît pas trop non plus. Donc, derrière l'éditeur qui est en seul contact, tout ce qui est fabrication, marketing, attaché des presses et compagnie, on les voit de temps en temps. C'est sympa de les connaître, mais on fait pas vraiment un travail coude à coude. Alors, le marketing un petit peu, mais à un certain niveau. Mais voilà. Bla 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 bla. Voilà, Amandine, voilà, tu es à l'hôpital, j'espère que tout va bien. Comment formatez-vous un script de bande dessinée? Dans quel sens? Tu veux que je te montre en général là? Ah, il y a plein de... Alors, j'ai deux différents. Alors, ça, c'est les sœurs Grémillet. Alors, pratiquement, les sœurs Grémillet, mon scénariste, moi, je fais une petite partie du scénario, lui se tape la plupart, les 90%. Et lui, il écrive en fleuve, donc scène par scène. Donc, il y a les dialogues. Si vous voyez, il y a le nombre de personnages et la phrase, il y a où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, par exemple, voilà, je sais pas, dans les milieux de la petite pinacothèque, on voit des belles statuettes, évidemment, les tableaux qu'on a cités avec les deux dames. On voit un gros tableau avec une toile blanche devant laquelle on voit des empreintes des chaussures qui vont vers une autre fenêtre. Elle aussi, elle est ouverte. Après, Aurélie dit, mais ce tableau n'était pas là avant. C'est la première fois que je le vois. Voilà, lui, il écrit toute la scène. Et il me laisse la liberté de découper. Donc, savoir, bon, ces scènes-là, j'ai calculé, je vais la faire en 3 planches. 10, 11, 12. Par rapport au nombre des cases, par rapport au nombre des dialogues, blablabla. Je fais un découpage comme ça. Sinon, d'autres scénaristes écrivent plus spécifiquement, voilà, ça ça c'est Écho Monde Miroir. Lui, il m'écrive planche 8, case 1, voilà, mais pas 1, là, parce que c'est toutes les cases dans ce je vais faire case 51, 52. Après, moi, j'ai les chiffres. Mais là, c'est case par case, la description de ce qui passe sur la case et les dialogues. Description, dialogue. Et là, je sais qu'en page 8, il y a 9 cases. Et là, sur ça, je travaille. Après, si tu parles aussi des présentations d'un projet, la suite est toujours la même, c'est-à-dire pitch, donc ça va attirer la curiosité de qui lit ton dossier sur 4 lignes maximum, ça c'est un pitch. C'est comme quand tu vois la description d'un film en quelques lignes ou d'un livre en général, dans la 4e de couverture, souvent il y a ça. Après, la synopsis, c'est l'histoire un peu plus développée. Les synopsis peuvent rester sur une page, à peu près. Et si on parle à l'éditeur, pas la peine de faire les mystérieux avec un cliffhanger. Est-ce que nos héros arriveront? Oui, il faut lui dire. C'est exactement ce qui se passera dans le synopsis. Et après, le scénario, ça peut être, comme je t'ai montré, en plusieurs versions. Est-ce que vous conseillez de commencer par des personnages, des dessins animés, pour faciliter la création des personnages plus complexes, par la perception et la profondeur? Bah, tu commences par les personnages que tu préfères. Au fait, tu te fais plaisir, c'est ça qui est cool. Et moi, à l'époque, j'aimais bien les personnages Disney. En fait, je sais pas qu'on m'a obligé de le faire, c'est que vraiment, c'était mon but, c'était Disney, donner
Donald Duck, c'était mon personnage préféré du monde. Et donc, j'ai pris énormément de plaisir à les représenter, à les faire vivre. Donc, si ton personnage préféré, c'est la petite sirène, toi, tu t'es fait des cahiers remplis de petites sirènes. Et là, tu prendras énormément. Et dessinant la petite sirène, après, voilà, comme je conseillais, ne restez pas seulement sur un seul sujet, mais fais-toi vraiment plaisir. Les personnages d'animation sont bien parce qu'ils bougent beaucoup. Après, il faut faire attention, surtout pas d'animation classique, évidemment, donc dessinée à la main, comme la petite sirène des années 90. Parfois, quand tu fais l'arrêt, tu tombes pas forcément sur les bons photogrammes, tu peux tomber sur les intercalations, qui parfois étaient faites par d'autres dessinateurs, parfois étaient même pas faites aux États-Unis, ni en Europe, pas vraiment des millions qui étaient je sais pas où, et avec pas beaucoup de talent, et c'était vraiment pour arriver à terminer le film, quoi. Donc attention, pas tout ce qui est dans les films d'animation est bon, quoi. Alors, si vous avez des questions par rapport au cours, j'ai l'impression d'avoir été super clair par rapport au cours, parce que personne ne me demande rien, c'est super. Sinon, je vous rappelle que c'est ouvert, on l'a laissé ouvert à vie, une fois que c'est acheté. Et vous pouvez le répéter 1 million de fois. Autant qu'il y a Internet sur la planète, sur téléphone, tablette et ordinateur, tout ce que vous voulez. Que vous pouvez faire tout à la main, crayon, papier, avec 3 euros d'investissement. Ou alors, si vous préférez travailler sur la tablette, vous faites comme vous voulez. Moi, je conseille à la main, parce que c'est, voilà. Et voilà, il reste 20 minutes à la fin de la conférence. Ça y est, on est coupé. Merci pour les dessins, mais dit pas de rien. Et ce que tout montre, c'est assez similaire à un storyboard et un layout. Ce que je montre où? Dans les cours? Oui et non, c'est-à-dire en phase de storyboard, oui, c'est vrai qu'on utilise un style plus lâché, donc que je vous exhorte, je vous apprends à faire. Après, dans les cours, je parle aussi d'ancrage, définition de dessin définitif. J'aime qu'on voit les processus créatifs de dessin avec les constructions crayon à œil. On parle de dessin que j'ai envoyé. Oui, j'adore ça. Ça fait des dessins très chauds. J'aime bien faire la construction en couleur et la laisser. Parce que ça aussi, c'est une petite technique pour faire des dessins qui sont très, très chauds. C'est dommage de tout effacer et laisser juste l'ancrage, c'est-à-dire au moins que c'est vraiment nécessaire professionnellement, mais c'est juste pour se faire plaisir. Par exemple, il y a un character designer français qui travaille aux États-Unis, qui fait des cartons, celui qui a travaillé beaucoup sur les films Comment entraîner ton dragon, etc. C'est un des plus forts. Je crois que celui qui a créé les personnages de Madagascar. Et ben lui, il travaille tout comme ça. Donc, il fait plein, 1000 traits au crayon coloré. Et après, il fait l'ancrage et il laisse toute la structure colorée. Ça fait des dessins très, très forts, très impactants. Et on fait comme dans les milieux de caractère design, tu peux te faire énormément plaisir. Se fait plaisir et comme ça. S'il avait tout effacé, on fait les dessins resteraient très faibles. Et ce qui est important dans certains milieux, comme le caractère design, c'est communiquer l'émotion, ce que je disais avant. C'est pas montrer les personnages propres, finis, quoi. Ça, c'est après, quoi. Au début, il faut montrer qu'à travers ces personnages, tu peux communiquer des émotions. Et donc, il faut tricher un peu, il faut salir. Merci pour ce qu'il y a dans le derrière. Et là, il y a Yoann qui me parle de son projet BD. Qui s'est bien entamé en temps des scénarios, mais j'ai quand même planté complètement au niveau des dessins, qui ne sont pas aux auteurs de mes attentes. Je suis exigeant et perfectionniste. Bah écoute, non, oui, c'est bien d'être exigeant, c'est dangereux d'être perfectionniste, c'est-à-dire termine des planches, tout simplement. Et moi, mon conseil, c'est de ne pas rester trop sur le même travail. C'est-à-dire, c'est un peu les risques quand on n'a pas un contrat, on n'a pas un deadline, c'est qu'on a tout le temps du monde pour faire une page, et donc on risque de la refaire 10 fois, 1000 fois, de jamais être content de la ressortir, rester toujours sur la même page. Alors, ce qui est important d'avoir un deadline, c'est qu'au moins les pages, on les termine et on les montre, et elles sont belles, elles sont moches, c'est de la merde, on s'en fout, c'est fini, quoi. On passe à autre chose. Donc, ce que je te conseille, c'est peut-être de te donner un deadline, te dire, bon, c'est telle occasion, donc, bon, Saint-Malo est passé, Angoulême aussi. Je sais pas où tu peux rencontrer les éditeurs prochainement. Il y a les salons de Montreuil, mais c'est passé aussi, je sais pas. Bon, bref, soit un salon où tu peux contacter l'éditeur
Et donc, tu te dis, bon, ces jours-là, je dois amener au moins X planches finies. Quoi qu'il arrive, tu dois y aller. Ou alors, s'inscrire à des concours. Bah, c'est une autre technique pour se donner des deadlines. En fait, il faut s'inventer des deadlines. Tu t'inscris en concours avec ta BD en version 5 pages, concentrée. Souvent, il y a des BD qui naissent comme ça. Skydor, il est comme ça. Une histoire de 5 pages qu'après, on a développé dans tout un univers. Mais au début, pour faire un test, on a voulu faire juste une petite histoire. Et donc, tu t'inscris en concours. C'est combien de pages? Je sais pas, 5 maximum. Ton histoire, voilà, tu la condenses. Tu trouves une petite shoot mais tu testes tes personnages et tu te dis, là, à ces jours-là, je dois avoir fini parce que là, il faut que j'ai les livres pour les concours. Comme elles sont, et point. Tu les exposes, tu auras un retour, tu prendras des conseils, tu auras honte peut-être, mais tu prendras aussi des compliments, ça te boostera, et après, tu pourras repartir sur autre chose un peu mieux. Voilà. Alors, pas fini, hein. Et il reste pas beaucoup pour profiter de l'offre. Hein. Après, je crois qu'on va laisser les liens pour l'achat ouvert un peu plus. Normalement, on laisse jusqu'à minuit. Vous savez qu'il va vous confirmer. En tout cas, Paul nous quitte. Merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Bon, merci à toi et bonne soirée. Et après, je commence à être épuisé. Moi aussi, faites-vous du dessin numérique sur tablette graphique. J'ai essayé, je n'ai acheté et j'arrive pas parce que j'ai pas trop le temps de m'y mettre. Et voilà, j'ai un peu la flemme parce que je me dis, putain, ça me prend 10 minutes pour faire un truc et à la main, je fais un minute. Je sais qu'après, tout dépasse ces phases, ça devient tout fluide. Mais de moment, non. Je vais m'acheter un cours online pour toutes les techniques des quoi, comment il s'appelle? Je m'appelle Procreate. Et j'ai pas le temps de le faire. Je me promets un jour de m'y mettre et vraiment utiliser aussi la tablette. Si ça peut aider, moi, tout ce qui peut aider dans l'expressivité, voilà, de mes personnages, moi, je vais l'utiliser. Et si la tablette peut m'aider, je l'utilise. En général, j'utilise des cahiers, par contre, très, très traditionnels. J'ai mis des dizaines partout. C'est comme ça. Ça, c'est super pratique, parce qu'à la tablette, tu as parfois un peu la flemme de la sortir de chez toi. Il peut se casser, il peut se perdre, il peut te la voler. Alors que ça, je n'achète, il coûte 2,50 €, je n'achète 10 et je me les amène partout. Et c'est là où je prends des notes pour des nouveaux personnages. Ça, c'est le PLV qu'elle a derrière. Je sais pas si ça se voit. Là-bas, c'est les sœurs Grémillet, c'est le PLV de la librairie. Et bon, les dessins est né ici sur ce cahier. Donc voilà, ça, je mets la main partout. Quand j'ai, je pense, à attendre à la poste ou partout où il y a un trou d'attente, je peux dessiner quelque chose, avancer un travail, prendre une note, copier les gens. Ça aussi, ça fait du safari, copier les gens qui sont autour de nous. Et voilà. Emma, bonsoir. Je suis une grosse source d'inspiration. Bon, merci. Et de motivation, merci. Hein. C'est ça ma gasoline, mon essence. C'est de lire des beaux commentaires comme ça. Des conseils sur la construction des cheveux. J'ai tout un module dans mes cours online. Tout un module dédié à ça. C'est ça ma